Bonjour tout le monde. Donc, vous le savez, ce matin, on reçoit donc Milka Abdelgoumed, qui est depuis récemment donc, directrice de la revue Lettres québécoise, donc depuis septembre. Elle a été aussi, pendant quelques années, éditrice, donc chez le groupe Ville-Marie, donc chez VSD Éditeur. Elle est aussi titulaire d'un doctorat en littérature de l'Université de Montréal. C'est également une autrice très prolifique. José vous a présenté un instant 3 de ses titres, mais elle en a beaucoup d'autres. Elle a fait de nombreux articles, nouvelles, et plusieurs romans, des essais, dont Les Désastrés, 12 ans en France. Également, son prochain livre, c'est Baldwin, Styron et moi, qui paraîtra chez Mémoires d'Entrier en 2022. Puis il y a eu une lecture spectacle qui en a été tirée et représentée dans le cadre du FIL 2021. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui, sachant que c'est une autrice, une blogueuse qui a plusieurs fois été appelée à prendre position sur la question de la diversité. Mais aujourd'hui, c'est davantage l'ancienne éditrice de livres et la nouvelle directrice de revue que nous voudrions entendre afin de cerner quels enjeux spécifiques découlent de la représentation de la diversité dans le milieu du livre et des périodiques littéraires. Donc, si vous le voulez bien, Milka, nous allons donc commencer la causerie avec des questions qui concernent davantage votre expérience personnelle. Puis on va enchaîner avec des questions sur les pratiques éditoriales. On prendra ensuite une courte pause, puis José prendra la relève pour la suite de la causerie. Puis José, tu peux intervenir à tout moment. Avec plaisir. Donc, on y va? Oui, on y va. On y va, ça me convient très bien. Parfait. Donc, vous êtes né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc d'une mère québécoise et d'un père tunésien. Vous avez vécu jusqu'en 2005, année donc vous avez décidé de vous installer en France, où vous êtes demeuré pendant 12 ans. Vous affirmez donc avoir une éducation essentiellement québécoise, et pourtant, donc, vous avez été rapidement identifié comme une personne, là, je le dis en guillemets, là, une personne racisée, expression que vous n'appréciez pas, d'ailleurs, parce qu'elle ne correspond pas donc, à votre réalité. Selon vous, est-ce que c'est une étiquette est-ce que cette étiquette qu'on vous a imposée bien malgré vous peut avoir une incidence, donc une incidence positive ou négative sur la publication de vos livres, sur leur promotion, sur la réception qu'ils ont reçue? C'est difficile à dire. Disons que juste pour préciser, racisé, ça me dérange et ça me dérange pas. Ça me dérange quand ça parle de moi parce que ça me définit pas du tout. C'est-à-dire qu'on m'appelle racisé simplement à cause d'un nom de famille et d'une forme de nez, en gros, d'une face, mais pas du tout à cause du reste. Il y a des personnes qui se définissent elles-mêmes comme racisées, puis c'est très correct. Là, je veux pas imposer ma manière de voir les choses à qui que ce soit, mais disons que je trouve que c'est limité parce que ça se concentre seulement sur sur une sorte de fiche signalétique ethnique liée à la race dont on dit qu'elle n'est pas censée exister. Donc, c'est super bizarre pour moi de voir qu'on va me mettre dans la même case que quelqu'un qui vient d'arriver de Tunisie, qui connaît pas le Québec, qui doit s'adapter, qui a pas d'argent, qui a pas de diplôme, qui a pas de, comme on dit, de capital culturel, qui doit vraiment lutter pour faire sa place, et quelqu'un comme moi qui est né ici, qui a grandi ici, qui a étudié ici, qui suis à l'aise financièrement, tout ça. Donc, je trouve ça vraiment étrange, cette étiquette-là, à cause de ça. Oui, c'est sûr que ça a eu des conséquences, comment dire, bon, depuis que je suis revenue, hein, parce qu'avant de partir en 2005, ce mot-là, il y avait d'autres termes, là. Il y avait issu de la diversité, puis il y en avait un autre, on en rit tout le temps avec Rodney Saint-Éloi, là, qui est mon éditeur. C'est pas les diversités. Ah, ça me reviendra, mais il m'en a sorti un autre que j'avais comme oublié. Mais il y a toujours des termes comme ça pour dire les gens qui, par leur nom de famille ou la couleur de leur peau, ne sont pas blancs. Donc, je trouve ça bizarre qu'on emploie ces termes-là alors qu'on dit que la race n'existe pas. Donc, ethnique. Ethnique, mais il y en avait encore un autre, l'égalité, l'inclusion. En tout cas, il y avait un truc genre pas les gens à inclure. Il y avait les communautés culturelles à une époque, ça je me souviens. Puis il y en avait encore un autre. Je me souviens plus, mais ça me reviendra là. Mais en tout cas, il y en a toujours eu des termes comme ça pour faire le tour d'une question sans vraiment la nommer. Et ça m'a toujours énervée, mais je me sentais moins concernée avant de partir en France. Là, en France, je suis carrément devenue une arabe, ce qui veut dire une musulmane, ce qui veut dire une terroriste. Hein, pendant la période où j'étais là-bas, c'était une très mauvaise période pour
pour être racisé arabe, ou comme disait un des présidents français, il appelait ça les gens d'apparence musulmane. Ça vous dit le niveau. Ça vous dit le niveau. Bref, donc je suis revenue ici et j'ai trouvé, en fait, ça a commencé quand j'ai trouvé un travail chez VLB comme éditrice. Et on m'a engagée, puis on m'a donné un formulaire à remplir. Et il y avait toutes sortes de questions, puis il y avait « Faites-vous partie des minorités visibles? » Ça, c'en est une autre. Puis là, moi, j'étais comme « Je sais pas. » Je vais aller voir la définition. Et la définition, il y avait plusieurs définitions. Autochtone, non. Noir, non. Il y avait toute une liste. Et il y avait une personne dont un ou les deux parents ou la personne elle-même vient du Maghreb et n'a pas la peau blanche. Donc là, je fais là, OK, c'est qui doit pas avoir la peau blanche? C'est les parents? C'est la personne? Puis là, est-ce qu'ils veulent dire des personnes du Maghreb noires ou moi, ça veut dire que je viens du Maghreb, donc j'ai pas la peau blanche? À partir de quand on n'est pas blanc? Finalement, il y avait une case, je refuse de remplir ce questionnaire, donc j'ai coché ça. Pas parce que j'étais fâchée, parce que la colère est venue plus tard. J'étais complètement désemparée. Donc déjà, à l'embauche, il y a eu ça. Et après, mon patron m'a avoué. Mon patron, c'est quelqu'un que je connais que je connais. Ben, c'était mon patron, c'est plus mon patron. On se connaissait depuis le cégep. Il s'appelle Martin Balthazar, lui, il est québécois à fond. Mais en même temps, il est pas racisé, mais je pense que son père a des origines en France, hein. Donc, mais il est pas racisé, il est pas une minorité parce qu'il est blanc. Et donc, Martin, dans sa tête, je suis Mélika, je suis québécoise. Ça n'a jamais été plus compliqué que ça pour lui. Et un jour, il va au Conseil des arts du Canada et on lui apprend qu'il va avoir des points supplémentaires puis on le félicite de m'avoir engagé. Et donc, il dit, oui, en effet, on est très content de l'avoir engagé, c'est quelqu'un de compétent. Puis là, la personne lui répond, c'est un porte-étendard de la diversité, Mélika. Le Martin, c'est comme, Mélik? Il m'appelle Mélik, porte-étendard de la... Donc, il me revient, il me raconte ça. Donc là, je commençais vraiment à trouver tout ça étrange. Après ça, c'est une chose dont on rit avec mon nouvel éditeur, Rodney Saint-Éloi, qui est d'origine haïtienne et donc lui aussi est racisé. Donc, on parlait du fait que je lui racontais comment, quand je demandais des bourses d'écriture, je me faisais toujours dire non. Et là, depuis 3 ans, je me fais toujours dire oui. Donc, je disais, bon, évidemment, il me dit, c'est super bizarre parce que, je disais, des fois, je me sens coupable parce que j'ai l'impression que c'est pas correct pour les autres parce que c'est juste parce que je m'appelle Abdelmoumen. Ah, la pauvre petite racisée, on va lui donner de l'argent. Maintenant, on donne de l'argent plus aux racisés qu'aux autres. Donc, je me sens mal, comme si je le méritais pas. Et là, Rodney me répond, oui, mais tu t'es fait dire non pendant des années alors que tu étais compétente. Donc, tu le prends, ça suffit. Puis, mais lui, il me confirme aussi que c'est très bizarre en ce moment-là. Tu sais, tout à coup, on se fait tout le temps dire oui à tout. Parce qu'évidemment, il y a un juste retour des choses, oui, en effet, d'une certaine manière, mais c'est bizarre parce que ça a un double effet qui est que tu te dis, avant, je pensais que je me faisais dire non. Je savais pas si c'était parce que j'étais pas bonne ou parce que je m'appelais Abdelmoumen, puis maintenant, je sais pas si c'est parce que je m'appelle Abdelmoumen ou si je suis vraiment bonne. Donc, c'est très curieux. Bon, là, je développe très rapidement, mais dans mon prochain livre, je parle beaucoup de cette question-là des subventions puis de ce qu'on appelle la réparation pour les personnes qui ont été défavorisées avant, puis comment c'est compliqué, comment d'un côté je peux pas ne pas l'approuver, mais en même temps ça crée des effets un peu étranges à la fois. Donc c'est ça. Donc il y a ça qui s'est passé. Après, pour accepter, réussir à publier ou pas, comme j'avais déjà plusieurs livres de publier, je sais pas si ça a vraiment eu un effet sur la publication, sur la réception. Le dernier 12 ans en France, c'est ça, je venais de revenir. Bon, il s'est très mal vendu sur le coup, là. C'était une catastrophe, donc je sais pas si ça peut avoir rapport avec le fait que je sois racisée, entre guillemets. Je sais pas. Après, maintenant, c'est très drôle parce que ça fait presque 4 ans qu'il est sorti, puis il est enseigné chaque année. Donc, finalement, il a fait son chemin autrement, ce livre-là, puis j'en suis vraiment très contente, mais c'est ça, c'est dur à évaluer, mais en gros, il y a des événements comme ça qui ont eu lieu qui font que je suis un peu perplexe. Puis ça fait beaucoup rire ma famille du Saguenay parce que mon père vient de Tunisie. Bon, il a vécu en France et ici, mais je parle pas arabe, je connais pas la Tunisie, je connais pas la culture du tout. Il m'a beaucoup appris la culture française et la culture québécoise, mon père. Et ma mère est du Saguenay. Donc, je suis comme une sorte de bleuet tunisien, de québécoise de souk, comme disaient mes amis marocains, qui est née ici, c'est une québécoise de souk. Et quand mes cousins du Saguenay, ils voient dans le journal l'auteur racisé Mélika Abdelmoumen ou l'auteur de la diversité,
Là, qu'est-ce qu'il me disait? Mon cousin David me disait, ouais, la diversité de l'abbé, entre l'abbé puis le Jonquière, là, c'est ça, là, tu sais. Donc, c'est très curieux, cette espèce d'obsession pour cette manière-là de classer les gens. Je serais moins mal à l'aise si on tenait compte de diversité économique ou de diversité corporelle s'il y avait tout ça ensemble, je serais moins mal à l'aise. Mais là, le fait qu'on focalise sur cet aspect-là en réduisant l'identité d'une personne au marqueur ethnique, là, je suis pas sûre qu'on aille vraiment exactement dans la bonne direction. C'est une énorme réponse. Je suis désolée. C'est trop long. Excusez. Faut m'arrêter si vous voyez que je parle trop. C'est super intéressant, votre réponse. On peut peut-être prendre des petits bouts et creuser absolument. En fait, je me demandais, par rapport au choix donc, que vous avez fait de vos éditeurs, vos éditrices, donc, vous avez publié une dizaine de livres chez plusieurs éditeurs différents. Oui, je vais continuer. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais... Donc, vous avez publié chez Marchand de Feuilles, BLB, bientôt. Donc, est-ce que donc, cette étiquette-là donc, que vous avez malgré vous, est-ce que ça a influencé donc, vos choix à qui vous avez confié vos manuscrits? Est-ce que ça a influencé les relations que vous avez entretenues avec vos éditeurs? Oui. Ben, disons qu'au début, quand je commençais, j'allais où on me prenait puis où je pouvais. Là. Donc, à l'époque, il y avait... mon premier livre, c'était chez... Trait d'Union, mais c'est une maison qui a fait faillite après. Point de fuite, c'était des gens de Trait d'Union qui ont fondé cette maison-là, je les ai suivis. Puis pareil, ils ont eu des difficultés. Là, c'était des nouvelles maisons qui ont malheureusement pas toffé très longtemps. On parle de la fin des années 90. Oui, c'est ça. Puis il y en a il y avait l'effet pourpre aussi. Je pense qu'il y en a presque pas qui ont tenu le coup, hein. C'est vraiment... Ouais, il y en a presque. C'est vrai? Ah oui! En fait, ce tournant-là, fin des années 90, c'est ça. 2000, c'est là que j'ai commencé. C'est ça. Marchand de Feuilles, elle a tenu le coup, Alto aussi, mais c'est ça, il y en a plusieurs que l'effet pourpre qu'a publié Maxime Olivier Moutier, on avait peut-être plus d'espoir, mais donc il y a eu ça au début. Puis ensuite, Marchand de Feuilles, c'était Mélanie Vincelette qui était venue me voir pour me dire si t'as quelque chose, tu me le soumets et tout. Donc, j'en ai publié 2 chez elle. Et en fait, j'ai arrêté de publier chez elle parce qu'on a eu un gros désaccord sur les désastrés. Elle voulait vraiment me tirer vers une littérature plus populaire, plus grand public, en guillemets, whatever that means, comme on dit. Puis le livre est un peu particulier, là, c'est une personne morte qui s'est suicidée, qui est coincée à voir ceux qui lui ont survécu, puis c'est de son point de vue que l'histoire est racontée. Puis il y a un peu des jeux méta-romanesques dans le livre, puis elle, ça lui plaisait pas du tout. Et moi, c'est le truc auquel je tenais le plus, donc on s'est séparés là-dessus. Puis à l'époque, je vivais en France, j'essayais aussi de trouver un éditeur en France, puis là-bas, c'est encore pire qu'ici. Déjà, je vivais à Lyon et non à Paris, puis en plus, j'étais québécoise, puis en plus, j'avais un nom arabe. J'écrivais pas sur les déserts, puis les Scheherazade, j'écrivais pas sur le sirop d'érable non plus. Ils savaient pas dans quelle case me mettre. Donc, j'ai vraiment eu de la difficulté là-bas à trouver un éditeur. Et c'est quelqu'un de chez VLB qui est plus là maintenant, qui m'a contacté par Facebook en me disant, on serait intéressé à vous lire. Et même si vous vivez en France, à l'époque, je savais pas que j'allais revenir, on voudrait quand même vous publier. Et là, après, j'ai découvert que Martin Balthazar, qui était un ami de jeunesse, était le boss de cette maison d'édition-là. Donc, j'en ai publié 2 chez eux, 12 ans en France, puis avant ça, Les Désastrés. Ça se passait plutôt bien. Et là, ce qui s'est passé avec Baldwin, Styron et moi, l'histoire de Baldwin, Styron et moi, je sais pas si vous savez qui sont Baldwin et Styron. Donc, James Baldwin, c'était un écrivain afro-américain qui défendait, pendant la lutte pour les droits civiques, qui défendait les droits des Noirs et les droits des homosexuels, parce qu'il était aussi homosexuel. Il a grandi dans Harlem, dans la grande pauvreté. Il y a un film qui s'appelle I Am Not Your Negro, qui a été fait par Raoul Peck, un documentaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui est extraordinaire d'ailleurs. Et James Baldwin était très ami avec un écrivain qui s'appelait William Styron, qu'on connaît moins, mais qui a écrit le livre Le Choix de Sophie. Il y a un film qui a été tiré de ça, entre autres. Il a écrit beaucoup de... Et donc, Styron était descendant de propriétaires d'esclaves. C'était un blanc du Sud. Et Baldwin était descendant d'esclaves. Et ils étaient super amis, les deux.
Donc, à un moment donné, ils ont passé 9 mois. Styron a reçu Baldwin pour écrire. Il lui a prêté une maison d'amis sur sa propriété pour qu'il puisse finir un livre. Puis ils ont parlé beaucoup pendant ce temps-là. Et Styron était obsédé par l'esclavage, la ségrégation. Il comprenait pas pourquoi, en tant que blanc, on recevait pas cet enseignement-là à l'école. Pourquoi cette partie-là de l'histoire américaine était occultée. Ses parents étaient des libéraux, hein, ses parents étaient contre la ségrégation et tout ça. Et il était obsédé par un gars qui s'appelait Nat Turner. Vous avez peut-être entendu parler, il y a eu un film sur lui récemment, qui est un esclave qui a fait une révolte, qui a mené une révolte en 1831, exactement dans la région où Styron a grandi, et qui a tué avec pas ses complices, là, on dirait que c'est un meurtrier. Ben, c'est un meurtrier, mais en tout cas, c'est une révolte d'esclaves, c'est pas juste des bandits, là. Vous voyez ce que c'est un peu compliqué. Et donc, ils ont tué une 60aine de personnes, je pense, et après, ils ont tous été pendus, bien sûr. Styron était obsédé par Nat Turner. Ça faisait des années, même des décennies que ça le travaillait, qu'il faisait des recherches, puis il voulait écrire sur l'esclavage. Il disait, il faut qu'un blanc écrive sur l'esclavage, il faut que les blancs s'impliquent parce que c'est leur histoire aussi. Il raconte ça à Baldwin, et là, vous allez tomber en bas de votre chaise. Baldwin lui dit, tu vas écrire l'histoire de Nat Turner, et si tu veux faire ça comme il faut, si tu veux vraiment comprendre notre histoire, tu vas l'écrire au jeu. Tu vas te mettre dans la peau de Nat Turner. Toi, descendant d'esclavagistes, tu vas te mettre dans la peau d'un esclave noir du 19e siècle. Ça, c'est dans les années 60, dans les années 60. Et donc là, Styron le fait. Le livre sort en 68. Là, leurs 9 mois ensemble, c'était en 61. Le livre sort. Au début, il gagne le Pulitzer. Styron, il reçoit même un diplôme honorifique de la première université noire des États-Unis, l'université de Wilberforce, qui a été fondée, qui appartenait, qui était gérée par des Afro-Américains, là. Ils ont donné un diplôme. Et il y a aussi eu toute une partie de la communauté afro-américaine qui s'est fâchée contre lui et qui l'a accusé d'appropriation en 68, hein. Et donc, Baldwin a défendu Styron jusqu'à la fin. Il a mené des débats avec lui, etc. Je sais même plus pourquoi. Ah oui, donc c'est ça. Donc l'histoire de la pièce, au départ, c'était juste ça. Hein, c'était juste l'histoire de ces deux-là. Puis de fil en aiguille, en travaillant avec les autres personnes qui ont construit l'histoire avec moi, donc Émile Proucloutier. À l'époque, il y avait Frédéric Pierre, que vous connaissez peut-être, qui est un comédien d'origine haïtienne. Il a pas pu jouer au film, mais il fait partie des gens qui ont développé le projet. Ils m'ont dit, ce qui est intéressant, c'est comment ça résonne aujourd'hui. Il faut que toi, tu t'inclues en tant que femme racisée aujourd'hui dans l'histoire. Donc là, c'est devenu Baldwin, Styron et moi. Et donc, ça a été joué au Katsu, là, au Festival international de littérature en septembre. Mais donc, ça, je l'ai proposé à VLB, ça les a pas intéressés. Et pourtant, la pièce était sold out. Sold out, oui. Mais c'est, oui. Normalement, on parle d'une tournée. Ah oui. C'est en train de se préparer avec les comédiens, là. Ils sont en train de regarder les dates, donc il y aurait peut-être une tournée au Québec. Je croise les doigts, parce que c'est sûr que c'était vraiment beau ce qu'ils ont fait, là. Toute la bande. Et donc, mais ça, c'était évidemment avant, on cherchait du financement pour construire la pièce. Et ça les a comme pas intéressés. Je me dis, OK, c'est pas grave. Et je pense que Rodney, je le connaissais un petit peu, Rodney Saint-Éloi, donc qui est poète et écrivain, puis qui a fondé la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Puis la maison Mémoire d'Encrier, c'était surtout au départ un refuge pour les personnes discriminées en raison de tous les marqueurs raciaux, de leurs origines, tout ça. C'était la place où on t'acceptait. Maintenant, ça a évolué. Il y a des blancs, il y a des personnes racisées, c'est tout mélangé. Puis c'est plus une diversité au sens large. C'est-à-dire, normalement, la diversité, elle devrait inclure les blancs aussi. Quand tu dis, nous sommes un pays où il y a de la diversité, c'est pas les blancs puis les autres. C'est comme les Français qui disent, il y a la France et la francophonie, là. Parce qu'ils disent ça là-bas. C'est assez... Bref. La France et la francophonie, moi, je me suis engueulée avec beaucoup de gens à ce sujet-là, en tant que Québécoise. Et bref, donc, la diversité, c'est cette question-là aussi. Donc, Rodney, lui, la diversité, c'est une diversité, en guillemets, inclusive. C'est-à-dire que c'est la majorité, ou en tout cas le groupe, disons, dominant, je sais pas comment l'appeler, et les autres. Le groupe dominant fait partie du truc aussi. Et bref, donc Rodney a entendu parler de ce projet-là, puis il m'a dit, j'aimerais lire la première version du texte qui était très courte, puis il m'a dit, mais là, tu as un essai, faut que tu développes ça, tu laisses ça comme ça pour ceux qui veulent faire la lecture sur scène, mais je veux que tu développes toute la partie sur toi, tous les enjeux dont on a parlé. Donc là, c'est un livre qui va sortir en février, qui est
sur ces questions-là. Et là, c'est vraiment particulier parce que donc j'ai été invitée dans des pique-niques ou des trucs avec les auteurs et les collaborateurs de Mémoire d'Encrier. Et c'est là que je me suis rendu compte de quelque chose, en fait, parce que c'était rétrospectif. J'étais plus la seule. C'est vraiment étrange, mais il y avait plein de gens, des gens qui avaient immigré, des gens qui étaient des enfants d'immigrés, des gens qui étaient d'ici, des gens qui étaient non-binaires, des gens qui étaient trans, des gens qui... Puis la majorité, les Blancs étaient en minorité. En guillemets, j'aime pas ces termes-là, parce que en plus, personne n'est vraiment blanc, puis personne n'est vraiment noir. On est comme rose cochon, un peu brun, ou brun foncé, ou beige, ben, en tout cas, on n'est jamais vraiment blanc ou noir, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai fait comme, là, il y avait comme quelque chose de tellement naturel dans ce groupe de personnes-là où je me trouvais, parce que je me suis rendu compte après que j'avais beaucoup fréquenté des gens qui avaient pas peu l'expérience d'être enfants d'immigrés. Mes proches sont vraiment plus des Québécois de souche ou des gens dont les parents sont français ou allemands, ou en tout cas pas racisés. Donc, des gens qui sont des immigrés aussi, mais qu'on n'emmerde pas parce qu'ils ont la bonne couleur de peau. Hein? Donc, c'était vraiment curieux parce que là, c'est comme, j'ai l'air de contredire ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pas tant le fait d'être avec des gens racisés ou de la diversité ou qui étaient pas blancs, c'était le fait d'être avec des gens qui sont tout le temps obligés de penser à ces questions-là, puis que là, ensemble, on pouvait en rire, on pouvait parler d'autres choses, c'était allait de soi. Donc, je parlais avec un gars dont les parents ont immigré du Rwanda, avec Kevin Lambert, que vous connaissez peut-être, qui vient du Saguenay, puis on rigole parce qu'on se dit toujours concitoyen, concitoyenne, mais je m'appelle Abdelmoumen, puis il s'appelle Kevin Lambert, mais on est du même coin. Donc, c'est ça, c'était vraiment super intéressant. Et là, j'ai comme trouvé une espèce de confort, d'appartenance, de sentiment d'appartenance que j'avais jamais ressenti avant. Donc après, je pense pas que les personnes qui m'ont édité, qui étaient plus des maisons d'édition où la plupart des gens étaient blancs, hétéros, plus des hommes que des femmes, gna gna, tout ça, je dis pas qu'ils m'aimaient pas et qu'ils m'ont mal accueilli, c'est juste que je me rends compte qu'il y a un aspect des enjeux que je vis tous les jours qu'ils comprennent pas. Qu'ils comprennent pas ou qu'ils oublient. Peut-être que tout ça est appelé à évoluer, puis toutes ces personnes-là vont être obligées de commencer à y penser si ce n'est déjà fait. Hein. Je veux pas dire que c'est de la méchanceté ou de la volonté de détruire ou rien de tout ça, c'est que peut-être que les gens sont pas forcément conscients de ces enjeux-là. Donc, il y a ça. Donc, j'ai beaucoup changé au début parce que les gens faisaient faillite. Après ça, j'ai trouvé une maison d'édition, mais le dernier projet, ben, ça les branchait pas. Je pense qu'ils le regrettent un petit peu, malheureusement, maintenant. C'est la vie. Et après, ben là, en prenant de l'expérience, ben il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler. Donc là, par exemple, peut-être que vous connaissez la maison d'édition Luxe. Oui. J'aime beaucoup Marc Fortier, qui est un peu l'éditeur principal de cette maison-là. Puis lui, ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faudrait que je fasse un petit livre avec eux. Ou Mathieu Bellil, qui est un essayiste que vous connaissez peut-être, il a écrit Bienvenue au pays de la vie ordinaire et L'Empire invisible, qui est un livre extraordinaire sur les États-Unis. Mathieu, avec qui j'étudiais à l'université aussi, lance une nouvelle collection chez le MEAC de mini-essais. Et comme on a déjà travaillé ensemble dans une revue, il aimerait ça que je fasse un petit texte dans sa collection. Donc, c'est parce que j'ai envie de travailler avec lui que je vais probablement faire un livre chez le MEAC en 2024-2025, là, pas tout de suite, un à la fois. Donc, je pense que là, je vais vraiment choisir de travailler avec des gens plutôt qu'avoir une maison. Avec des gens, mais avec des gens très engagés. Oui, aussi, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, oui. Chez PLB, on a quand même une maison littéraire, mais qui a quand même aussi une certaine audience parmi un public plus élargi, on va dire comme exactement. Ça. Alors qu'avec Mémoire d'Encrier, là, c'est clair qu'on est en plein dans la question de la diversité. Oui, c'est ça, absolument. Dans une forme d'engagement aussi. Oui. Mais chez Luxe, là, c'est encore plus présent. Ah oui. Je sais pas si vous connaissez. C'est une maison très engagée à gauche, hein. Très engagée, très progressiste à gauche, en effet, qui publie beaucoup d'essais, qui publie entre autres des textes de Noam Chomsky, qui a repris des textes de Chomsky, mais qui a aussi des collections littéraires, on refait des classiques, etc. Mais donc, une maison très engagée, alors c'est intéressant. Puis Mathieu Bellil, c'est pareil. Mais aussi des prises de position. Donc,
Il y a quand même une cohérence Oui, dans cette oui, bien sûr. Puis c'est surtout des complices qu'on se fait ou des alliés ou je sais pas comment appeler ça, des gens avec qui on débat beaucoup, avec qui on essaie de réfléchir, comment on peut... je viens juste de penser que j'ai apporté mon premier numéro de Lettres québécoise. Vous allez voir le lien. Je l'ai apporté pour vous le laisser. J'en ai juste un. Je suis désolée. J'aurais bien aimé en apporter 10, mais j'en avais juste un chez moi. Donc c'est ça. C'est justement Marc Fortier, donc l'éditeur de luxe, c'est un numéro sur l'essai, puis ça s'appelle Écrivons-nous pour changer le monde. Donc, c'est pour ça que le lien que je viens de faire avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, c'est oui. En fait, la réponse serait oui. On sait pas si ça va donner quelque chose, mais on essaye. Et donc, ça, c'est mon premier numéro. Ça sort en décembre. Peut-être qu'on peut le faire circuler. Et il y a 10 essayistes, non, plus que ça, 13 essayistes qui ont écrit chacun un micro-essai en répondant à cette question-là. Puis après, il y a les autres cahiers. Là, il y a un cahier création, un cahier critique, puis un cahier où il y a des chroniques. Donc, Marc Fortier vient de commencer. Il commence une chronique, là. Il va écrire dans tous les numéros. Donc, c'est ça. C'est vraiment des complicités ou des liens qui se tissent dans ce sens-là qui font que je vais avoir envie de travailler avec ces gens-là. Donc, ce qui est bien, c'est que Rodney Saint-Éloi, donc chez qui je publie mon prochain, je lui ai dit, mais tu sais, j'ai envie de faire plusieurs livres avec Mémoire d'Encrier. J'ai l'impression que c'est là que je vais le plus me sentir chez moi. Mais je disais, mais tu sais, des fois, je te ferais peut-être des petites infidélités parce que j'ai le goût de travailler avec un tel. Rodney me disait, mais tu es libre, ma chère. Tu es totalement libre. Donc, on l'aime beaucoup, Rodney. Il est très cool. Il est vraiment très cool. Donc, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Ça s'est passé un peu comme ça. Donc, c'est sûr que avec Mémoire d'Encrier, les enjeux que je vis en tant que personne étiquetée comme ça dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est sûr que ça a eu une influence sur le fait qu'ils m'ont invité à travailler avec eux. Puis apparemment, ça faisait un long temps qu'ils cherchaient comme par où venir me chercher. Puis finalement, ben, ils ont dit à un moment donné, ça va se présenter, puis c'est ce qui est arrivé. Avec Marc Fortier ou avec Mathieu Bellil, c'est pareil, c'est mes prises de position autour de ces enjeux-là. Ben, avec Marc, je pense que ça vient juste il faut qu'on se parle bientôt parce que je pense que j'ai une idée de livre, mais là, c'est plus autour de la question de la pauvreté, là. Je me suis engagée auprès de familles pauvres qui vivaient dans des bidonvilles en France pendant des années, puis j'ai envie de faire pareil ici. En tout cas, c'est une longue histoire, mais donc c'est une autre forme d'engagement. C'est pas tant la question de l'ethnicité avec Marc Fortier. Et avec Mathieu Bellil, lui, c'est le fait que je défends le droit des auteurs de se mettre à la place de l'autre, quitte à se tromper puis à s'en prendre plein la gueule. Le droit d'écrire des livres violents pour dénoncer la violence du monde ou juste pour la raconter ou juste pour... Donc lui, c'est cet aspect-là de mes prises de parole qui l'intéresse. Il faudrait que j'écrive là-dessus parce que je disais que j'ai écrit dans sa revue L'Inconvénient il n'y a pas longtemps un texte sur l'auteur d'American Psycho que vous connaissez peut-être, Bret Easton Ellis. Je suis une fan finie de Bret Easton Ellis. Et puis, notamment dans American Psycho, je l'ai relu avant d'écrire l'article, puis c'est à la limite du tolérable à un moment donné, tellement c'est horrible. Mais c'est une espèce de réflexion sur les États-Unis de la fin des années 90 dans son cas. Mais je défendais le fait qu'en plus du fait qu'il pouvait y avoir une dénonciation dans ces livres violents-là, il y a aussi pour nous, puis il faut quand même peut-être commencer à l'avouer puis arrêter d'être tout le temps moral avec la littérature, il y a un plaisir à avoir peur puis à être dégoûté. Il y a la catharsis, il y a tout ça là qui se passe. Donc je parle du fait qu'il y a un plaisir qu'aujourd'hui on juge coupable, mais que moi auquel je refuse qu'on renonce dans la littérature, là, qui est terreur, effroi, pitié, tout ça, là. Mais avec le gars d'American Psycho, c'est pas tellement pitié. Oui, même un peu. Parce que le meurtrier, il y a des moments où on a pitié de lui, il est désespéré, à un moment donné, il est mal pris, je sais plus ce qui lui arrive exactement, puis on se sent tellement mal, on a comme de la peine pour lui, après on fait, voyons. Mais tout ça, c'est des expériences qu'on peut pas vivre dans la vraie vie de la même façon. C'est pour ça que donc c'est ça. Donc c'est par ces affinités-là que je risque un petit peu d'avoir plusieurs. Maintenant, j'aimerais ça qu'on se dirige un peu plus vers votre travail d'éditrice. Bien sûr. Vous avez travaillé donc chez BLB. Est-ce que dans votre travail là-bas, est-ce que la question de la diversité, c'était un enjeu qui était important? Par exemple, au moment de sélectionner des auteurs, sélectionner des manuscrits dans la politique éditoriale? Ben, je me suis rendu compte, en fait, eux, avant que j'arrive, ils avaient déjà beaucoup de diversité dans leurs auteurs. Ils avaient des gens comme Abla Faroud, Riyad Hassani Razaki, comme Kim Thuy, mais c'est une maison reliée, c'est pas VLB.
Hein? C'est libre expression. Libre expression, c'est ça. Mais bref, il y avait déjà plusieurs auteurs de la diversité avant que j'arrive. Mais c'est sûr qu'un truc dont je me suis rendu compte, c'est que je me dis pas, eux, les gars, les 2 gars blancs, il y avait 2 gars et 2 filles, donc les 3 autres étaient, entre guillemets, blancs, en tout cas de souche, appelons-les comme ça, et moi. Et eux, ils étaient très préoccupés par, il faut qu'on ait de la diversité, tout ça. Moi, je m'en foutais un peu, mais spontanément, j'allais, peut-être pas que j'allais plus, mais on recevait des manuscrits, peut-être que, par exemple, j'ai fait rentrer Ouk Chung, qui est un auteur d'origine coréenne, qui est un grand écrivain canadien, québécois, parce qu'il a émigré au Canada au départ, au Canada anglais. Ouk Chung, quand j'ai vu son nom dans la pile, parce que c'est un homme qui a publié des livres, qui a gagné plein de prix, qui a voulu changer d'éditeur, puis il nous a envoyé ça par la poste comme tout le monde, sans prétention. Et moi, j'ai vu Ouk Chung dans la pile, je savais exactement qui c'était, je savais son importance, puis les autres, non. Il était chez le MEAC. Il était chez le MEAC, c'est ça. Et puis il est peut-être passé par Boréal aussi, je sais plus. Es-tu passé par Boréal? Et donc, c'est ça. Donc là, c'est très drôle parce qu'en plus, il y avait son livre qui vient de sortir justement là au mois d'octobre. Il y avait son manuscrit puis il avait oublié de mettre ses coordonnées. Je capotais. Donc là, finalement, j'ai fait une recherche hystérique pour trouver ses coordonnées pour être sûr qu'il l'avait pas déjà signé avec quelqu'un d'autre. Puis moi, j'étais la seule à savoir qui il était dans l'équipe. Donc je me rends compte que spontanément, je vais mettre de l'avant des gens dits de la diversité, mais pas en me disant consciemment c'est quelqu'un de la diversité. On dirait peut-être que je les remarque plus. C'est difficile à expliquer, hein, parce que, par exemple, pour l'aide québécoise, j'ai pensé à des gens, puis j'ai pensé à des personnes à inviter pour faire la couverture. Dans ma tête, c'est comme une évidence que c'est des auteurs québécois importants. Mais Ouk Chung fait partie des gens qu'on voudrait avoir bientôt dans l'aide québécoise comme auteur principal. Puis après, les gens me répondent « Ah, c'est bien, ça va faire de la diversité, mais moi, sur le coup, c'est pas ça. » Puis après, je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'est bien, mais mon premier réflexe, c'est, par exemple, dans ce numéro-là, vous avez autant quelqu'un comme Louise Desjardins. En fait, là, on parle en plus d'une autre sorte de diversité. Louise Desjardins, qui est une femme de 70 ans, qui est un peu tout le temps oubliée, qui est une auteure importante, une autrice importante, mais il n'y a plus personne qui l'invite nulle part parce qu'elle a pas 32 ans puis qu'elle n'est pas la saveur du mois. Mais j'ai autant invité Laura Doyle-Péan, que vous connaissez peut-être, qui va avoir une chronique régulière. Puis j'ai autant Yvon Paré, mais lui était déjà là, mais qui est un homme de presque 80 ans. Puis après ça, bientôt, il va y avoir Marie-Ève Bourassa, qui a à peu près mon âge, mais qui est plus une auteure de littérature policière, un peu snobée par le milieu intellectuel. Donc j'essaye d'élargir le spectre de cette façon-là. Puis il se trouve que c'est ça que j'allais spontanément, il va y avoir des personnes de la diversité parce que c'est comme des gens auxquels je m'intéresse depuis toujours. Je sais pas comment. Je sais pas si ma réponse est confuse, mais parce que c'est très. En fait, ce que je comprends, c'est que vous voulez pas être associé en tant que représentant, oui, mais en même temps vous portez ces ouais, valeurs et vous c'est ça. Ouais. Et vous amenez votre réseau. C'est ça, oui, bien sûr. Oui. Là, il y a clairement un réseau de contacts. C'est ça. Des gens qui se retrouvent là. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a tout un réseau. Puis après, il y a les découvertes que je fais. Hier, j'étais avec un ami, un collègue qui est chez Boréal, puis qui me parlait de tel auteur qui a fait son premier roman, puis qui est complètement passé sous les radars. Puis j'ai dit, mais tu me l'envoies. Parce que l'aide québécoise, ça devrait aussi donner la place à ceux qui passent sous le radar, qui sont pas déjà dans tous les journaux. Donc, il y a comme une recherche de différence. Puis chez VLB, c'était un peu ça que je cherchais aussi. Bon, après, il y a la pression quand on est dans une maison d'édition que j'ai pas du tout chez l'aide québécoise, d'essayer de trouver des trucs qui vont marcher. Donc, pour les livres plus confidentiels, t'es censé essayer d'équilibrer avec des livres plus, avec un potentiel plus vendeur, mais potentiel vendeur, c'est pas forcément des livres dits grand public, ça peut être des hasards, comme là, le dernier prix Robert Clich, Tout théorie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est très, très bon. Il se retrouve dans toutes les listes, puis il est à la je sais pas combienième réimpression, alors que c'est un livre très, très, très littéraire et pas facile à lire, mais ça a été comme un coup de cœur pour tout le monde. Ce roman-là, c'est un roman de 550 pages en plus. Oui, c'est très, très bon. Je vous le conseille vraiment. Je suis pas totalement objective parce que je l'ai édité, là, mais là, je vois qu'il est finaliste au prix des collégiens, puis j'étais dans le jury, mais je me suis retirée du jury
pour celui-là. Puis même s'il restait juste 2 personnes, il s'est classé dans les 5. C'est pour vous dire à quel point elles ont aimé ça. Parce que j'ai dit, évidemment, comme je l'ai édité, je peux pas me prononcer. Il est dans les listes préliminaires au prix des libraires. En tout cas, il y a eu je sais pas combien de trucs. Et donc ça va être un gros vendeur, mais c'est... Donc, il te demande de chercher à deviner ces trucs-là, ce que j'ai toujours trouvé impossible. Mais bon, et aussi de chercher des trucs plus grand public. Et là, c'est rendu que la diversité est rentable. Donc là, on te demande de chercher de la diversité parce que ça paraît bien, puis ça donne une bonne image, puis ça vend. Justement, du côté de la promotion, donc c'est quelque chose qui est mis de l'avant. Ah oui, maintenant, oui. Parfois de manière un peu hypocrite. C'est un peu énervant. C'est un peu énervant. Ben oui et non. Après, je me dis, c'est Chris Bergeron. Je sais pas si vous connaissez Chris Bergeron, qui a écrit un roman qui s'appelle Valide, qui est donc une femme trans, qui se bat beaucoup pour cette cause-là. Elle me disait, on a un balancier. Là, à un moment donné, c'est un peu n'importe quoi parfois, puis ça va revenir au milieu. Il va y avoir un équilibre. Donc, c'est comme une période bizarre à passer pour les personnes comme nous. Parfois, c'est enrageant, mais en même temps, ça va dans le bon sens aussi. Mais des fois, c'est un peu n'importe quoi parce qu'on se sent, comme on dit, le mot à la mode, c'est tokenisé. Là, on se sent utilisé comme des trophées parfois. Mais ça va finir par se replacer. Tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, comment dire? C'est très bizarre parce qu'on a l'air de se plaindre, on se dit ça y est, on a les lumières, on a les crachoirs, puis ils sont pas encore contents, mais c'est pas ça, c'est juste que quand tu sais que ça n'a rien à voir avec ton travail, mais en même temps, ça permet des choses comme je suis pas certaine que il y a 10 ans, la rédactrice en chef de l'Aide québécoise aurait pu s'appeler Abdelmoumen et être une femme. Parce que bon, avant moi, il y a eu une femme qui s'appelle Annabelle Moreau, mais je pense que c'était la première. La revue a été fondée en 76. Donc, Annabelle était la première femme. Je suis pas sûre que, même si je suis née au Saguenay, ça aurait été possible. Et l'autre jour, j'ai vécu un truc qui était comme à la fois beau et étrange et enrageant. C'est que au Conseil des arts du Canada, je fais partie d'un comité, je préside un comité, une commission, et je rencontrais le président du Conseil des arts du Canada, le nouveau président du Conseil des arts du Canada, qui s'appelle Jesse Wente, qui est autochtone, qui est Ojibwe. Et donc, Jesse, c'est depuis 2020 qu'il est là. Et lui, il était critique de cinéma, et très, très, très engagé pour la cause des cinéastes autochtones qui n'avaient jamais accès aux bourses, qui n'avaient jamais accès au festival. Il s'est beaucoup battu pour ça. Il vient d'écrire un livre très beau qui s'appelle Unreconciled, mais je pense pas qu'il a été traduit en français encore. Et donc, j'étais présentée à Jesse Wente, puis c'était Jesse Wente, président du Conseil des arts du Canada, avec Melika Abdelmoumen, président de la Commission du droit de prêt public, qui discutait devant plein d'hommes puis de femmes d'affaires super importants. Puis c'était à la fois magnifique, mais en même temps, je me disais, c'est con que ça me fasse quelque chose. Ça devrait juste être normal. Mais en même temps, donc on est comme à un moment charnière où forcément il y a des cafouillages et des excès. Puis je pense que dans ce temps-là, il faut le dire quand on sent que c'est un peu n'importe quoi, qu'on soit de la diversité ou non d'ailleurs. Hein. Je pense pas qu'il faille se taire parce qu'on n'est pas de la diversité, au contraire. Mais c'est ça. C'est un peu particulier. Il y a certains éditeurs donc, qui font le pari d'afficher, de s'afficher d'emblée comme des promoteurs de la diversité. Donc, il y a Rodney, ouais. Puis donc, certains choisissent aussi de développer vraiment des collections. Oui. Donc, cette étiquette-là, la collection queer, la collection... littérature autochtone, on s'affiche comme ça. J'ai vraiment de la difficulté. Que pensez-vous J'ai vraiment de la... Rodney, ce qui est particulier, c'est que ça fait presque 20 ans, donc c'était bien avant que ce soit à la mode, puis c'était vraiment un moment charnière, un autre moment charnière, disons. Puis c'est vrai que son discours aujourd'hui, c'est d'être un refuge pour ceux qui ont de la difficulté à trouver leur place, mais il doit y avoir un talent, puis il doit y avoir une qualité de travail derrière. Par exemple, je sais qu'il est pas tout à fait à l'aise avec quelqu'un qui va publier un auteur autochtone juste parce qu'il est autochtone, mais qui va pas le faire travailler son texte, qui va pas être exigeant avec lui, ou un auteur noir, ou un auteur... Je sais qu'il est très mal à l'aise avec ça, il fait beaucoup travailler, là. J'en sais quelque chose, j'ai beaucoup travaillé avec lui, c'était parfait, c'était très bien. Mais c'est sûr que
c'est comme à un moment donné, il y a eu des maisons d'édition, José le sait sans doute, des maisons d'édition pour les femmes à une époque parce que les femmes n'arrivaient pas à être publiées. Donc, d'un côté, ça me fâche parce que on devrait pas avoir besoin de ces choses-là, mais en même temps, je me rends compte que quand on regarde l'histoire de l'édition, il y a eu le besoin de créer des espaces comme ça pour qu'après, ça devienne mainstream ou que ça entre dans le monde général. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de difficultés avec ces étiquettes-là. Par exemple, je me souviens qu'à un moment donné, dans Lettres québécoises, j'ai écrit là-dessus sur notamment les prix pour la diversité, les prix littéraires pour la diversité. Je me disais, c'est terrible parce que moi, je me retrouverais forcément classée là-dedans. Donc, je serais pas dans les prix généraux, je serais dans les prix pour la diversité, mettons, à cause de mon nom de famille. Alors que je publie ici puis que je suis née ici, donc que je n'apporte pas de diversité à la littérature québécoise. J'en fais partie, mais j'apporte rien de spécialement différent. Mais mon chum, par exemple, qui est arrivé au Québec il y a 4 ans, qui vient de publier son premier livre, lui, il serait pas classé dans la diversité parce qu'il est français et qu'il est blanc. Alors que lui apporte, en plus, son livre, ça s'appelle « Ton pays sera mon pays ». C'est un essai des carnets sur l'expérience d'immigration au Québec d'un Français. Donc, il apporte beaucoup plus de diversité que moi à la littérature québécoise, mais lui, il sera pas classé dans ces catégories-là. Donc, c'est des trucs comme ça, moi, qui me dérange, mais en même temps, je dois reconnaître que si je regarde l'histoire littéraire plus ancienne, notamment concernant les femmes, il a fallu passer par les éditions de la Pleine Lune ou par d'autres maisons d'édition comme ça pour faire une place, puis après, ça s'est répandu à l'extérieur. C'est toujours le dilemme, l'équilibre entre représenter la diversité puis le risque de la ghettoiser. De la ghettoiser, exactement. Puis là, j'avoue que j'ai pas de réponse à cette question-là. Je cherche. Non, parce qu'après, je peux comprendre, genre, je l'ai vécu, là, chez Mémoire d'Encrier, le fait de dire, enfin, je respire. Puis bon, je me sentais pas ghettoisée parce que j'ai toujours évolué dans des milieux qui étaient pas du tout forcément racisés ou majoritairement racisés. Mais c'est vrai que, mon Dieu, que ça fait du bien d'être avec des gens qui vivent les mêmes trucs. En tant que minorité, entre guillemets. Donc, à la fois, il y a, au-delà des questions juste de commerce, il y a peut-être aussi un réconfort ou un sentiment d'appartenance. Par exemple, pour les gens qui vont à la collection, qui vont vers, ou qui dirigent ou qui vont vers la collection queer ou, heureusement, il y a pas de collection race pour l'instant. Mais en France, il y avait Gallimard Noir, Continent Noir. Mais il y avait ça. Des maisons d'édition vraiment clairement, je pense à Mémoire d'Encrier, ouais. Justement. Déjà le nom. Bien sûr. Mémoire d'Encrier. Bien sûr. Au départ, c'était clairement une maison d'édition pour les gens comme ouais. Ouais, absolument. Donc, il y a eu des précédents. Mm-hmm. Puis après, c'est ça, ils ont évolué, puis c'est devenu un acteur important dans le monde littéraire et éditorial. Puis là, maintenant, il y a toutes sortes de monde. Chez Mémoire d'Encrier, il y a des Québécois, il y a des Rwandais, il y a des Moi, il y avait vraiment toutes sortes de... Elkana Talbi, tu sais, qui est une autre Tunisienne née ici, qui joue mon rôle dans la pièce Le Bardo et Styron et moi. Donc c'est ça, il y a vraiment une diversité réelle. C'est plus seulement un refuge pour les auteurs haïtiens qui trouvent pas de place ailleurs. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il y a une espèce de glissement? Vous n'êtes pas à l'aise avec l'étiquette qu'on colle à l'individu en tant que représentant de la c'est ça. Ouais. Mais en revanche, vous êtes prête à porter l'enjeu de la oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ben, c'est-à-dire que c'est ça. J'essaie, disons, de réfléchir à l'enjeu en dehors des automatismes, je dirais. Je pense que quand on est directement concerné, on est peut-être plus sensible aux automatismes. Tu sais, quand j'ai commencé à entendre ça, c'est mon ami racisé, ou je suis allée prendre un café avec une telle, tu sais, racisée, là, je me suis rendu compte que le mot avait changé de sens. Que racisé, au départ, ça vient de racialized en anglais, qui est un terme américain, puis c'était pour décrire l'expérience des personnes qui, en raison de ce qui autrefois était des critères raciaux, parce qu'on admet que les races n'existent pas, mais que il reste des jugements en fonction des vestiges de ce qu'on appelait les races, puis les personnes qui sont racialized, c'est les personnes qui sont transformées en personnes racisées, dans le fond, par le regard d'autrui. Donc, c'est un terme dynamique. C'est pas juste une étiquette de « t'es pas blanc ». C'est un terme, vous voyez ce que je veux dire? Il y a du mouvement dans ce mot-là, alors que... C'est performatif. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est ça.
tu es une personne racisée, je te racisise. C'est ça, exactement. Donc, c'est là que quand ça commence à rouler dans les médias de manière super automatique, c'est là que moi, je me méfie, puis beaucoup de gens comme moi, parce qu'on voit que là, on va se faire remettre dans une case de la même façon, exactement, en tentant de faire, comment dire, on va faire le contraire de ce qu'on essaye de faire. Puis c'est difficile parce que quand on commence à contester ça, ben moi je m'en prends plein la gueule, hein, souvent de la part de personnes racisées, parce que déjà, petite nouvelle, on n'est pas tous d'accord entre nous. Évidemment, les minorités, quelles qu'elles soient, c'est pas des blocs monolithiques où tout le monde voit les choses de la même façon. Donc, il va y avoir ça, puis il y a des questions de génération aussi, il y a des questions de je sais pas moi, de position politique, il y a des questions de choix politique. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent que quand je remets en question le terme racisé, je donne des armes à l'extrême droite. Moi, je trouve que quand ils nous empêchent d'en parler, ils donnent des armes à l'extrême droite. Donc, c'est compliqué parce que si je remets en question le concept, Mathieu Bock-Côté, je donne raison. Je suis comme, ben non. Non, Mathieu Bock-Côté aussi, il emploie ce mot-là. C'est devenu un mot médiatisé, facile. On a le droit de le remettre en question. Donc, c'est ça, il y a des débats assez virulents. En fait, de toute façon, je trouve que maintenant, dès qu'on essaie d'avoir une position d'entre-deux, on s'en prend de tous les coups. C'est difficile en ce moment d'avoir des débats, des positions nuancées. C'est très difficile. Mais c'est peut-être aussi parce que vous occupez quand même une position, vous êtes consacré maintenant. Oui, c'est ça, ça me fait très bizarre d'ailleurs quand on dit ça. Oui. D'autres auteurs, autrices qui n'occupent pas la même position, c'est important de défendre des positions peut-être un petit peu plus... Oui, peut-être. Non, puis je pense qu'il y a un côté où, ça, je me souviens d'avoir eu un débat avec des gens où je leur disais, je ne suis pas la représentante de vous. Donc, quand je parle pas pour vous, je parle juste pour moi, je prétends pas parler à votre place, on m'a collé. Puis je sais ça, c'est quand même paradoxal parce qu'on m'a collé cette étiquette-là en tant que fille qui a grandi ici, qui a été élevée à la québécoise et tout ça. Et en même temps, donc on s'attendrait à ce que je défende des personnes dont je fais pas partie, puis que je les représente, alors que j'en fais pas partie. Donc, je me souviens d'une discussion avec un jeune auteur avec qui je m'entends très bien, Nicolas Dawson, que vous connaissez peut-être. Il est beaucoup plus radical que moi, on n'est pas de la même génération, mais on a des débats super intéressants, puis je disais, mais toi, tu peux dire que tu es représentant des immigrés, tu es immigré. Vous êtes réfugié ici avec tes parents, ta sœur Caroline Dawson, vous la connaissez peut-être aussi. Ouais. Ils sont chiliens, ils ont fui la dictature, puis ils sont venus ici enfants. Il peut parler des immigrés, mais moi, je suis pas une immigrée. Je parle pas de la même chose que lui. Justice Rutikara, bon, lui est cinéaste, mais je pense à des gens avec qui on a eu des super belles discussions là-dessus. Et c'est très drôle parce que donc Rodney Saint-Éloi vient d'écrire un livre avec Yara El-Gadban, qui est un essai à 4 mains qui s'appelle « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». Et il parle de ce que c'est que vivre le racisme au quotidien au Québec de manière très ouverte, pas du tout agressive. C'est un livre super intéressant. Ils essaient de réfléchir à comment on pourrait dialoguer sur ces questions-là de manière moins violente, comment les personnes blanches on pourrait s'arranger pour qu'elles arrêtent de se sentir visées directement chaque fois qu'on dit il y a du racisme au Québec. Ça veut pas dire que tous les Québécois sont racistes. Bon, c'est super intéressant. Et donc, quelqu'un a dit à Rodney, j'étais là avec Laurie Jean-Louis, qui est une poète d'origine haïtienne, mais née ici. Et là, la personne dit, mais oui, mais Mélika et Laurie, elles pourraient faire un dialogue, la suite de votre livre. Puis là, il regarde la personne et il dit, mais Mélika et Laurie, elles pourraient faire un dialogue, mais elles sont québécoises. Elles pourraient aussi faire un dialogue, mais ça serait un autre enjeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est compliqué. Mais oui, puis c'est vrai que ça m'a pris vraiment des années avant d'avoir la reconnaissance que j'ai là. Puis là, je suis un peu embêtée parce que je me rends compte qu'il faut tout le temps rappeler que on n'est pas le porte-parole d'un groupe. Après, on peut essayer de mener avec d'autres gens des combats, mais on peut pas parler à leur place parce que nous, on a plus le micro. C'est ça qui est compliqué. Donc, la solution que j'essaye de trouver, mettons chez l'Aide québécoise, c'est de prendre des auteurs beaucoup plus jeunes que moi, qui sont pas du même avis que moi, puis de leur donner comme Laura Doyle-Perrin, elle va écrire à tous les numéros de l'Aide québécoise. On n'est vraiment pas d'accord sur beaucoup de choses. Puis même dans sa chronique, je l'ai poussée à aller encore plus loin dans ce qu'elle voulait dire. En disant, là, t'assumes, ta voix est valide, t'es engagé, t'as ta chronique à chaque numéro, tu dis ce que tu penses, tu t'excuses pas de penser ce que tu penses, tu le dis. Puis s'il y a toi là, puis un gars de 80 ans ou Jean-François Nadeau au milieu,
qui est pas du tout de la même génération, ben, en même temps, je pense qu'il pourrait être peut-être d'accord avec certaines choses sur elle, bien sûr, là, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me dis, ce qu'il faut que j'essaye de faire, c'est ça. C'est plus leur donner la parole à eux que parler à leur place. Mais c'est ça. Mais moi, déjà, ça m'a pris du temps à me rendre compte que j'avais une autorité quelconque parce que j'ai commencé à publier en 98, puis j'ai longtemps été dans l'ombre, je sais pas comment dire, là. Donc, avant de me rentrer dans la tête que j'avais une forme de pouvoir symbolique et comment m'en servir, ça m'a pris du temps. Ben, plusieurs mois, disons, parce que ça fait pas si longtemps que... Et donc là, maintenant, j'en ai bien conscience, ça y est. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que je veux pas parler à la place des autres, donc je fais comment? C'est ça. Puis, il y avait il y avait une question là-dessus. Attends, c'était quoi? Ah oui, Rodney Saint-Éloi et l'Espace de la diversité, donc qui a été fondé par Yael Gadban, avant que le mot soit à la mode, là aussi, là, qui était diversité autant linguistique que culturelle que financière que tout ça. Donc, elle a fondé ce truc-là, ça doit faire une bonne dizaine d'années maintenant. Et ils se sont un peu associés, Yael Gadban et Rodney. Elle est aussi éditrice chez Mémoire d'Encrier et elle écrit, Yael Gadban, d'origine palestinienne, elle aussi réfugiée. Ils ont créé un programme qui s'appelle Passerelle où des gens établis, entre guillemets, dans le milieu littéraire, en tout cas des gens qui ont réussi qui ont une certaine reconnaissance, qui gagnent leur vie à peu près, tout ça, rencontrent un groupe de jeunes personnes de la diversité qui veulent entrer dans le milieu littéraire d'une manière ou de l'autre, soit pour écrire, soit autrement. Puis on est censé leur parler de notre parcours, comment on a fait pour arriver à trouver une place, et aussi leur donner des trucs très concrets, puis être des sortes de personnes ressources. Donc, ils ont nos coordonnées, ils peuvent nous écrire, ils peuvent nous appeler. Il y a des discussions de groupe qui sont organisées. Moi, un jour, j'ai présenté mon parcours, puis ils m'ont posé des questions, mais après, quand ils ont des rencontres avec d'autres personnes, j'y assiste aussi, puis on fait des genres de cercles de parole là, où on passe 2 ou 3 heures tous ensemble pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'expliquer, de mettre des mots sur tous ces enjeux-là, pour que les personnes qui l'ont vécu à une autre époque leur expliquent comme moi je leur expliquais, comment c'était quand moi j'avais leur âge. C'était quand même, le milieu littéraire était très différent de ce que c'est maintenant. Donc il y a ça aussi qui est vraiment, je pense, un truc que je vais continuer à travailler beaucoup. Un projet de mentorat. Oui, c'est ça. C'est comme une sorte de mentorat. On ne nous attribue pas une personne en particulier. C'est comme une petite gang. Puis je commence à tous les connaître. Puis c'est ça. Chaque fois que Mémoire d'Encrier ou l'Espace de la diversité, là, la dernière fois, il y avait c'était très drôle parce que c'était un cercle de parole sur les safe space. Et donc, il y avait celle qui animait ça, c'est Rachel McCrum, qui est une poète d'origine irlandaise, donc blanche. Puis elle anime le truc, puis on est, je sais pas, on devait être une vingtaine, vraiment de toutes les origines que vous pouvez imaginer, diverses orientations sexuelles, diverses identités sexuelles, tout ça. Puis ce qui est sorti à la fin, c'est qu'il y en a aucun de nous qui croit au safe space et à leurs valeurs. C'était très bizarre, parce qu'à la fin, c'était comme, mais ça existe pas, puis c'est artificiel, puis après ça, dès que tu sors de là, tu t'en prends plein la gueule, puis en même temps, on n'y croit pas vraiment. Puis, en tout cas, c'était vraiment curieux parce que moi, je me disais, vu ma génération, je suis née en 72, je vais être la seule qui est comme, mais je suis arrivée, puis moi, je les ai fait rire parce que je disais, moi, je voudrais juste que le monde au complet soit un unsafe space pour les agresseurs de toutes sortes, puis qu'on puisse évoluer partout, puis qu'on n'ait pas besoin de ça. Mais bon, je me rends bien compte que c'est plus compliqué. Là, je pensais que je serais la seule, puis c'est tous comme, les vieux. Mais non, finalement, ils étaient tous... on doutait. Donc, c'est intéressant parce que là, tu vois que, il y a un pont entre personnes qui ont plus d'années d'expérience puis ces gens-là. Puis tu te rends compte que très loin des clichés qu'on se fait sur ces gens-là plus jeunes que nous, plus jeunes que moi, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas du tout comme j'imaginais. Leur opinion était pas du tout celle que j'imaginais sur ces questions-là. En tout cas, ce groupe de 20 personnes-là. Puis c'est pas du tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. C'est plus compliqué. Je pense qu'après ça, on prendra une pause. Oui, excusez-moi, je parle trop. C'est vraiment passionnant. En même temps, c'est intéressant, la notion de safe space. Ouais. C'est souvent lié justement à des espèces
d'endroits où on va pouvoir s'exprimer, donc très lié à la question éditoriale. Oui. La maison d'édition de René Saint-Éloi, c'est peut-être une forme de s'exprimer. C'est ça. Dans votre ouvrage 12 ans en France, vous parlez du book club. Oui, oui, c'est ça. Avec des gens pour pouvoir trouver un espace où justement on pouvait s'exprimer librement. Les collectifs que Alicine étudie, c'est une forme de safe space absolument. Aussi, de confrontation, mais aussi d'endroits où on se dit, bon, ben, on se donne la liberté d'avoir. Absolument. Donc, autant peut-être que vous êtes mal à l'aise, mais en même temps. En fait, c'est-à-dire que je pense que ce qui était très bizarre, c'est le safe space tel qu'il était défini au départ, c'était, par exemple, dans un salon du livre, on va créer un lieu, si, mettons, une fille musulmane fait une séance de signature, on va lui mettre des genres de bodyguards désignés, des personnes en bodyguard avec humour, là, des personnes désignées, puis là, on va avertir le salon du livre qui va devoir s'assurer qu'il y a personne qui va entrer dans sa séance de signature puis avoir des propos racistes envers elle. Donc, on va comme délimiter un lieu où ça pourra pas arriver. Puis moi, ça me fait capoter, là, parce que je trouve ça terrible qu'on doive en arriver à ça, plutôt que, justement, que le monde au complet soit un unsafe space parce qu'il y a une des auteurs, Emine Nassereddine, qui a été agressée dans un salon du livre, comme ça, par un homme qui a commencé à insulter. Elle-même porte pas le foulard, mais elle vient d'une famille musulmane où d'autres femmes le portent, puis il a commencé, pourquoi vous faites ça, puis c'est ça, puis votre corps, puis il s'est comme assis sur sa table pendant qu'elle signait, puis ça a été vraiment hyper violent comme expérience. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, le Salon du livre s'est occupé de ça, a parlé à l'éditeur et à l'auteur en question, parce que c'est un auteur qui a fait ça, beaucoup plus âgé et blanc, hétérosexuel, non musulman, manifestement. Hein, on peut s'imaginer. Et je pense que c'est autour de quelques incidents comme ça qu'ils ont décidé d'avoir cette discussion-là. Puis moi, je trouve ça artificiel. Je me dis, il faut peut-être temporairement, oui, mais il faut passer par autre chose, quelque chose de beaucoup plus long terme et sur un rythme beaucoup plus lent pour changer ces comportements-là. Et moi, dans ma tête, je voyais plein d'affaires sur Facebook, dans les journaux, faut créer un safe space, puis là, quand on va à tel endroit, personne n'a le droit de dire tel mot, puis là, puis je trouvais ça comme vraiment intense. Je me disais, il doit y avoir d'autres manières que des interdictions. Et là, je les entendais tous un après l'autre dire, j'ai l'impression que la définition du safe space, c'est un endroit où il y a juste des lois et des règles et pas beaucoup de liberté, puis je suis pas sûre que j'aime ça. J'étais OK, mais ils sont pas du tout là comme ce qu'on aperçoit, puis c'est encore la preuve que c'est pas sur les réseaux sociaux puis dans les médias qu'on trouve souvent la représentation la plus fidèle mettons, d'une génération dans ce cas-ci, là. Puis c'est ça, on s'est rejoints sur beaucoup plus de choses. Il y a Yara qui a à peu près mon âge aussi, on était 2 ou 3 plus âgés, puis la plupart des autres étaient jeunes. Puis c'était vraiment... donc c'est ça, c'était une sorte de mentorat, mais eux aussi m'ont appris beaucoup. Puis c'est vrai qu'ils ont des exigences que j'ose pas avoir parce que j'ai tellement été habituée à ferme ta gueule, puis endure, et puis fais ton chemin, puis le monde est comme ça, puis faut que tu t'adaptes, faut que tu te fasses discrète, là, que les voir, eux, avec leurs revendications de non, je me tairai pas, puis non, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Ouais. Merci pour ces super réponses. Ça serait oui, on va prendre une petite pause, je pense. Oui, donc, je sais pas quelle heure il est. 33. Donc, une dizaine de minutes, si vous voulez bien, puis après ça, on reprend la discussion. Donc, une dizaine d'heures moins de quart. Merci. Tout le monde, on reprend, si vous voulez bien. Je vais pouvoir enlever mon masque. Donc, alors, on reprend cette conversation passionnante. Merci, mon Dieu. J'ai toujours peur de trop parler, mais en même temps, c'est inspirant et puis ça fait du bien de parler avec vous. C'est vraiment intéressant. Donc, on reprend cette causerie avec Milka Abdelmoumen. Et donc, j'aimerais qu'on revienne là maintenant sur la question. Je voudrais parler à l'éditrice, la rédactrice en chef de Lettres québécoises. Bon, déjà, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le fait d'avoir une personne racisée à la tête de Lettres québécoises, c'est déjà tout un changement. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur peut-être la façon dont les choses se sont passées et est-ce que ça a été un enjeu? En fait, pas du tout. Ça n'a pas du tout été un enjeu. C'est Annabelle Moreau. Moi, j'étais dans Lettres québécoises.
on se connaissait, j'aimais beaucoup la revue, on s'en parlait, puis à un moment donné, elle a annoncé qu'elle allait partir, et elle parlait de trouver un remplacement, puis comment elle allait faire, puis elle pensait à plein de gens dans le milieu littéraire, puis elle savait pas, puis qu'est-ce qu'ils voudraient, puis qu'est-ce qu'ils voudraient pas, puis sur le coup, moi, j'ai essayé de l'aider à trouver des noms, j'ai pas pensé à moi-même du tout, puis je sais plus, à un moment, je me suis réveillée un matin, puis j'ai fait « Hey! » J'aimerais ça, moi, diriger l'aide québécoise. Quand je commence à avoir l'expérience dans la gestion, édition, toutes les étapes de ce travail-là, je commençais à connaître ça. Je vais l'appeler, puis je lui ai téléphoné, puis je lui ai dit, mais tu sais, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Puis non, on s'arrache les cheveux. Parce qu'il y a évidemment un conseil d'administration qui doit approuver tout ça. Hein. C'est pas Annabelle qui décide toute seule. Ah, moi, j'aime bien elle ou lui. Et donc, ils n'arrivaient pas à trouver, puis ils allaient peut-être mettre une annonce, ils savaient plus. Et je dis, mais je pense que ça pourrait m'intéresser. Et puis, elle m'a dit, OK, ce soir, es-tu libre à telle heure? J'arrive chez vous. Donc, elle est arrivée chez moi avec une bouteille de vin, puis elle m'a dit, j'ai comme envie de me mettre à genoux comme pour te demander en mariage, pour te dire, prends-le. Et donc, elle en avait parlé à Alexandre Vanas, qui est le gestionnaire, qui en a parlé au CA, puis tout le monde trouvait que ça fitait. Par mon expérience, par ma place dans le milieu littéraire, mon expérience d'éditrice, le fait que j'ai beaucoup de contacts. Pas que je connais beaucoup de monde de de diverses régions du milieu littéraire. Je peux rassembler des gens qui viennent de toutes sortes de sous-clics, je sais pas comment appeler ça, mais bref, il y avait ce côté-là. Donc, j'ai accepté, mais à aucun moment, ça a été un enjeu que je m'appelle comme ça. Et c'est au contraire, une fois que ça a été annoncé, déjà quand j'en ai parlé à mon père, qui est arrivé chez moi avec le champagne, puis qui était presque en larmes, il me disait, c'est ça, Abdelmoumen à la tête de l'aide québécoise, et lui, ça voulait dire dans sa tête, on te reconnaît comme québécoise. Donc, il était super excité à cause de ça, donc j'ai fait, ah ouais, ok, c'est vrai. Et après, c'est Nicolas Dawson, qui lui dirige la revue Mébius. Et à l'époque, la revue Spirale était dirigée par un gars qui s'appelle Daoud Najm. Donc, c'était comme le festival des racisés. Et donc, j'annonce ça à Nicolas et il me dit « Oh mon Dieu, ça y est, une racisée qui dirige l'aide québécoise, moi qui dirige Möbius, puis tout ça, ha ha ha. » Là, j'étais comme « Mais je suis pas une racisée qui dirige l'aide québécoise, je suis une Québécoise qui dirige l'aide québécoise, puis qu'on arrête enfin de l'exclure des Québécois à cause de son nom. » En même temps, ça aurait très bien pu être une Yara El Gadban ou un Rodney Saint-Éloi, même s'ils sont pas québécois de naissance. Hein, c'est des personnes qui sont des acteurs du milieu littéraire québécois. Donc, c'est ça n'a pas été... C'est après que les commentaires, que les gens ont allumé, puis que moi-même, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai que il y a un certain temps, je sais pas si ça aurait été possible, mais en même temps, il y a un certain temps, une femme, ça aurait pas été possible. » Oui, mais c'est ça. Donc là, c'est oui. une forme de... C'est ça. C'est ça, exactement. Je cumule. J'en ai deux. Parce que quand Annabelle Moreau est arrivée, c'était une femme jeune. Parce que avant elle, ça a été pendant très longtemps André Vanas. Puis attends, comment il s'appelle? Thériault, j'oublie son prénom. Mais bref, c'était des hommes... des baby boomers, hommes, Adrien, pendant des années, j'ai rien contre ces deux personnes-là, André Vanas, je l'adore d'ailleurs, mais c'est une autre génération, puis une autre époque aussi, puis donc c'est ça, mais le fait que je sois une femme n'a pas tant été relevé, c'est plus le Abdelmoumen qui... Ouais. C'est vrai qu'il y avait une femme juste avant moi. L'aide québécoise, c'était la revue emblématique associée à l'UQAM, c'est ça. Justement de la littérature nationale. Ouais. Et là, déjà, c'est devenu LQ. Oui, absolument. Absolument. Puis c'est très drôle parce que l'avant-dernière couverture, c'était Blaise Ndala qui était en couverture, donc qui est d'origine congolaise, qui vit à Ottawa, donc qui est même pas au Québec, qui est au Canada, en guillemets, mais qui est un auteur super important, émergent de notre littérature. Je pense qu'il a écrit dans Le ventre du Congo. Peut-être ça vous dit quelque chose, entre autres. Mais c'était lui qui était en couverture. Mais moi, ça m'a pas choqué du tout. Puis c'est à un moment donné quelqu'un qui a dit « Ah, c'est donc beau, un gars de la diversité sur la couverture. » Puis j'ai dit « Ah oui, c'est vrai, c'est Blaise. OK. » Mais c'est vrai en même temps. C'est vrai qu'à une époque, ça aurait peut-être pas été aussi simple. Ben, il y a eu Rodney Saint-Éloi a déjà été en couverture de l'aide québécoise de l'ancienne version. Mais Blaise, ça fait beaucoup moins longtemps qu'il est ici. Donc, de l'inclure comme ça, c'était peut-être plus nouveau de la part d'Annabelle. Puis c'est vrai que c'est la question quand on commence à réfléchir au prochain numéro,
c'est n'oublie pas la diversité, Milka. Puis je suis comme, hey, je suis la diversité. Non, je rigole, mais je rigole. Non, mais je rigole. Mais c'est sûr que spontanément, dans les auteurs auxquels je pense, il y a des Québécois de souche, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des enfants d'immigrés. Spontanément, la littérature qui... En fait, j'ai l'impression que je serais plus proche du point de vue de mon père, c'est dans l'analyse de la chose, c'est que l'aide québécoise semble avoir accepté que les lettres québécoises peuvent être... Les gens qui font partie des lettres québécoises peuvent avoir toutes sortes de noms de famille, puis des parents qui sont nés à toutes sortes d'endroits, ils en font partie. C'est que c'est plus associé au Québec de souche, forcément, le fait d'être québécois. Donc, j'ai pas l'impression que c'est l'aide québécoise qui devient racisée. J'ai l'impression que c'est l'aide québécoise qui admet que le Québec, c'est ça, maintenant. Oui. Autrement dit, en fait, c'est l'aide québécoise qui intègre le discours social. Oui, d'une certaine façon, c'est ça. C'est ça. Puis même avant que j'arrive, dans les choix qu'Annabelle faisait, le dernier numéro qu'elle a fait, c'était sur les auteurs, c'est Las Américas d'ici, dirigé par Hector Ruiz, puis c'est sur les auteurs latino-américains. Donc, il y avait Nicolas Dawson, Caroline Dawson, Karine Rosso, Mauricio Segura, Hector Ruiz lui-même. En tout cas, bref, donc il y avait tout un dossier. Mais c'est drôle parce que, sais-tu, je pense que c'est Mauricio Segura qui en parlait, qui disait que c'était comme pour lui, c'était comme la suite de toute une époque où c'était les écritures migrantes. Dans les années 90, à l'université, on appelait ça les écritures migrantes. Et après, c'est vrai que c'était des immigrés. C'était des gens qui avaient immigré ici. C'était pas leurs enfants, comme moi, qui étaient ces auteurs-là, mais il y avait déjà cette espèce de... Et puis, il a écrit un texte très rigolo, Mauricio, qu'il faudrait que je te l'envoie, peut-être qu'après, que vous pourriez le regarder, mais où il raconte comment il sait plus à quelle étiquette se vouer, puis il raconte qu'un jour, il est allé en France pour faire une communication et qu'il y avait il y avait un auteur québécois en France, puis un auteur latino-américain en France, puis l'autre auteur latino-américain s'est désisté. Fait que la madame, elle a dit, mais c'est pas grave, tu vas faire les deux conférences. Pendant une, tu vas être le québécois, puis dans l'autre, tu vas être latino-américain. Tu vas comme... C'était deux facettes. Il raconte ça avec beaucoup d'humour, puis que c'était super chouette et très drôle, finalement, parce que c'était le même public aux deux trucs. Puis c'était les deux versants de son histoire, mais c'est ça, je pense que ça date pas d'hier non plus. Lui, en tout cas, il dit que ça date pas d'hier, la curiosité de l'université, puis comment dire, du milieu littéraire pour cette littérature-là écrite par des gens qui ont immigré ou maintenant par leurs enfants, dans le fond. Ouais. Sauf que je pense qu'avec le concept de littérature migrante qui a été beaucoup critiqué oui, en question on restait dans une dimension d'altérité. Oui, c'est ça. Alors que là, c'est ça. Oui, on fait un constat sur un ensemble et une diversification au sein de c'est ça. C'est pour ça que moi, je l'ai plus compris comme l'aide québécoise s'élargit à ce que le Québec est devenu plutôt que l'aide québécoise reste l'aide québécoise puis greffe des étrangers. C'était plus comme ça que je l'ai compris. Mais comment on fait ça? Quand on est rédactrice en chef de l'aide québécoise, il faut faire affaire avec des collaborateurs, il faut tisser un réseau. Vous avez déjà évoqué ça. Pouvez-vous en dire un petit peu plus? Oui. Parce que c'est une préoccupation. Mais il y a toutes sortes de questions qui se posent, comme par exemple, dans le cahier critique, à un moment donné, donc c'est Nicolas Giguère qui dirige le cahier critique, puis il me disait, bon, là, peut-être qu'il faudrait un peu diversifier notre cahier critique. Et là, la grosse question qu'on se posait, c'est est-ce que si on décide qu'on fait un livre, bon, parce qu'il y a mettons une trentaine de critiques, il y a roman, il y a essai, il y a poésie, il y a beaux livres, bande dessinée, théâtre. Là, est-ce qu'il faut faire une catégorie livre de la diversité? Puis est-ce que ça doit être critiqué par une personne de la diversité? Puis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'une personne blanche a le droit de critiquer un livre écrit par un autochtone? Pour moi, c'est oui, hein. Mais je suis pas... tout le monde pense pas comme moi. Pour moi, c'est clair que un Québécois peut critiquer un livre haïtien, puis un Haïtien peut critiquer un livre québécois, et puis donc, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Et qu'est-ce que vous en faites?
Ah ben c'est ça, ben comme je viens d'arriver, là je sais que par exemple il y a quelqu'un que j'ai suggéré qui s'appelle Khalil Kalsi qui est d'origine tunisienne, on parle de la Tunisian Connection, c'est très drôle parce que je rencontre des Tunisiens depuis quelque temps, je sais pas comment ça se fait, et donc par hasard je veux dire, et donc je lui ai demandé s'il voulait se joindre à nos critiques, et il m'a dit moi je ne veux pas critiquer que des personnes racisées. Puis là, je lui ai expliqué, puis il me dit, je sais qu'en ce moment, au Québec, il y a cette tendance-là, puis je suis pas d'accord et tout ça. Puis je disais, oui, c'est compliqué parce que si on se dit que n'importe qui peut critiquer n'importe quoi, il y a la peur que les personnes blanches ne critiquent que des personnes blanches, j'imagine. Et donc, comment on fait pour intégrer plus de livres écrits par des personnes de la diversité sans forcer les gens? Puis c'est super compliqué. J'ai pas encore la réponse. Je commence à réfléchir avec Nicolas à ces questions-là. On en parle, on n'a pas toujours les réponses. Je sais que Khalil, par exemple, il veut pas seulement critiquer des ouvrages de personnes racisées. Mais donc, sans entrer les critiques dans des rubriques étiquetées. C'est ça, il faudrait pas. Oui, c'est ça. Ben, oui, c'est ça. Il faut diversifier dans le sens où il faut pas toujours que ce soit les mêmes, avec le même background, la même expérience, puis la même histoire qui fassent les critiques de livres, parce que sinon, ça va être vraiment une espèce de truc trop monocorde, je pense. Mais, donc, il y a ça, il y a cette volonté-là. Mais après, tu sais, j'ai aussi proposé à Nicolas qu'on appelle Michel Lacroix, qui est un prof d'université qui est très engagé dans le milieu littéraire, puis que normalement, on n'invite pas des profs d'université dans ces revues-là. Il y a comme un clivage entre les deux mondes. Il y a les revues universitaires et les autres. Je disais, mais non, mais pourquoi? Mais Michel, il est super intéressant, il est super impliqué dans la littérature contemporaine, il débat avec des gens, donc faut l'inviter. Je sais pas s'il va accepter, j'espère que oui. On l'a pas encore, je suis pas encore au courant si la discussion a eu lieu avec Nicolas, parce que lui gère le cahier critique, puis c'est lui qui s'occupe de tout ça. Mais donc, il y a des trucs comme ça aussi, donc d'essayer de diversifier, c'est dans ce sens-là aussi. Donc, je pense que oui, c'est de chercher des collaborateurs qui sont pas toujours les personnes évidentes, mais après, c'est ça, l'autre versant de ça, c'est cette question-là. Je sais que il y a plusieurs personnes qui travaillent dans les revues qui m'ont dit ça, qui m'ont dit maintenant les personnes non autochtones ont peur de critiquer les livres autochtones, les personnes non racisées ont peur de critiquer les livres racisés, puis de s'en prendre plein la tronche si, mettons, la critique est négative. La légitimité de la personne peut être mise en cause. Puis après, par contre, c'est vrai que est-ce que il y a beaucoup de personnes racisées qui critiquent des livres de Québécois de souche? Ben non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes racisées dans les équipes. Donc c'est ça. La masse critique, c'est ça. Donc je pense que peut-être il faut créer la masse critique dans la diversité de ceux qui commentent les livres, puis que tout ça va, comme dit Chris Bergeron, ça va finir par s'équilibrer, mais il faut être patient, parce que c'est sûr que... En tout cas, je me vois pas dire, voici la page livre racisé du cahier critique. Non. Mon Dieu. Ou la page livre gay, ou la page... me vois tellement pas... Ça serait vraiment très bizarre, là, je trouve. En tout cas, ça serait créer des catégories... Mais cette tension-là, donc, on la sent quand même, elle est absolument. Présente. Donc, pour la question des pages critiques, est-ce qu'elle est présente aussi lorsqu'on parle de la sélection des dossiers, des personnes qui vont figurer dans les dossiers? Comment ça se vit, ça? Ben, ça se vit... là, c'est comme pas le droit de dire ça va être qui la prochaine personne, mais c'est une personne racisée, dans le numéro de mars. C'est sûr que, comme je disais, c'est un peu comme quand j'étais chez VLB, parmi les auteurs que j'aime, que j'admire, que je veux connaître, avec qui je veux travailler, il se trouve qu'il y a une diversité... Donc là, c'est le réseau. Donc là, c'est le réseau, ou c'est des fois des gens que je connais pas. Dans ce numéro-là, Marco Micone, il est de l'autre côté, lui, il est à l'endo, de l'autre côté de la couverture, qui est un auteur que j'ai étudié à l'université, que j'admirais, tout ça. Je le connaissais pas du tout, mais je me suis arrangée pour trouver son courriel, je sais même plus comment. Puis je lui ai écrit en tremblant, est-ce que vous accepteriez de vous abaisser du haut de votre grandeur grandissime à écrire pour moi quelque chose? Tout le monde sait, c'est l'auteur de Speak White. C'est un grand écrivain, il est extraordinaire, et donc c'est ça, écrire à quelqu'un que j'ai étudié, admiré, tout ça, et puis il a dit oui tout de suite. Donc là, c'était quelqu'un que je connaissais pas personnellement, mais je me suis dit, ben c'est sûr que quand on dit je suis la rédactrice en chef de Lettres québécoises, accepteriez-vous? La personne te dit oui ou non, mais t'arrives avec une espèce de légitimité, j'imagine.
J'imagine que si c'était, je m'appelle Melika Abdelmoumen, je monte une pièce de théâtre dans un fond de sous-sol, vous n'êtes pas sûr que t'as pas la même position, même si t'es la même personne. Mais même en même temps, Marco Micone, je pense que c'est quelqu'un qui est très enthousiaste. Il avait l'air très étonné qu'on le sollicite. Comme Louise Desjardins qui a écrit une nouvelle, moi c'est ça qui me fascine et m'attriste à la fois, c'est des auteurs majeurs qui sont étonnés qu'on les sollicite. Parce qu'on doit plus... donc, si je comprends bien, vous êtes très sensible, non pas à la diversité, mais aux diversités. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. À diversifier, on parlait de ça, cette question. Oui. Est-ce qu'on parle de diversité ou de diversifier? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que je serais plus proche de ça. Je serais plus proche de ça parce que j'essayais d'avoir... dans les chroniqueurs, par exemple, différentes générations. Donc, il y a Jean-François Nadeau, il y a Marc Fortier qui a à peu près plus mon âge, Yvon Paré qui est plus âgé, Laura Doyle-Péan qui est plus jeune, il y a Chris Bergeron qui va se joindre à nous à partir du prochain numéro, Dimani Mathieu Cassendo, que vous connaissez peut-être, qui est dessinateur, qui est, je pense, 22 ans, personne non-binaire. Donc, j'essaye de... Pas juste la diversité ethnique, disons qu'on va appeler ça. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a le réseau que j'avais déjà, mais justement, Dimani et Laura, je les ai rencontrés par l'espace de la diversité, par ce truc-là de passerelle. Puis dans toutes ces rencontres dont je vous parle, on a des discussions autour de divers sujets, autour des espèces de l'immigration, de toutes sortes de choses, là, toutes ces rencontres-là, où il y a toutes sortes de personnes, puis bon, c'est des discussions qui sont pas publiques, hein. On est juste entre nous, dans une salle, on boit du café, puis on discute, puis c'est pas publié après. Puis donc, le peu que je vous en ai dit, je vous ai pas dit qui avait dit quoi, justement, parce qu'on s'engage à pas dire un tel a dit tel truc ou une telle a dit tel truc. Je vous rapporte la teneur générale de la discussion, mais c'est aussi une espèce de sécurité ou de comment dire... de safe space, entre guillemets, que ces rencontres-là se font entre nous, pas devant un public, pour qu'il y ait une sorte de liberté de la parole, mais en même temps, il en ressort des choses dont on a tous envie de parler après, parce que ça fait avancer la réflexion. Donc, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que c'est des rencontres comme ça qui font que j'ai trouvé des personnes que j'aurais pas connues autrement. Évidemment, en tant qu'éditrice, j'ai rencontré plein de gens. Par exemple, ça, Mylène Gilbert-Dumas, qui est une auteure de romans grand public, que j'adore, qui est super talentueuse. Je lui ai proposé, là, elle peut pas maintenant, mais je lui ai proposé d'écrire dans l'aide québécoise. Nicolas Giguère, donc, voulait que dans le cahier critique, il y ait plus de place pour la littérature populaire, qu'il y ait au moins une critique d'un roman, que ce soit fantasy, science-fiction, policier, chick lit, tous ces trucs-là, qu'il y ait quelqu'un qui fasse des critiques de ces livres-là, mais quelqu'un qui aime ça, pas quelqu'un qui regarde ça de haut, là. Après, il y en aura des bons et des mauvais, il y aura des critiques positives et négatives, mais quelqu'un qui sincèrement croit à cette littérature-là. Oui, c'est ça. Donc, il y a ça, puis là, on voulait faire plus de place à l'essai. On réfléchit, là, comme on est au tout début, on réfléchit à ce on voulait peut-être faire une page sur la littérature franco-canadienne, sur les auteurs francophones hors Québec. On est en train de réfléchir à comment on va faire. Est-ce que dans chaque numéro, il y aura une page par quelqu'un de différent qui s'intéresse à cette littérature-là, qui nous ferait découvrir, ou est-ce que ce serait une personne qui en ferait dans chaque... On est en train de... On cherche des manières d'ouvrir encore plus. Je pense qu'Annabelle Moreau avait déjà fait un magnifique travail, là. Disons qu'elle m'a remis une Cadillac, les clés d'une Cadillac qui roulait très bien, mais tant qu'à être là, tant qu'à avoir un changement, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait... Et je pense que de toute façon... Même si ça n'avait pas été moi, si ça avait été quelqu'un d'autre, c'est des questions qu'on est tous obligés de se poser maintenant. Et justement, là, je vous amène un petit peu ailleurs, mais vous avez, sur la question des prix littéraires, vous avez siégé. Vous disiez tout à l'heure, vous étiez au Conseil des arts du Canada. Donc, clairement, vous êtes en position de... Maintenant, oui. Puis c'est... Et donc, comment ça se passe? Pouvez-vous nous en dire plus, notamment sur l'attribution des prix? Est-ce que c'est pris en quoi? Par exemple, le prix des collégiens, c'est des choses que j'ai le droit de dire. Pardon, c'est pas confidentiel. C'était... on était 3 femmes, ce qui est déjà... Pour mémoire, je veux juste m'assurer le fonctionnement des collégiens. Pouvez-vous rappeler comment ça fonctionne? Parce que c'est un peu particulier. C'est le meilleur de tous les prix littéraires. Donc, il y a 5 livres qui sont finalistes et ces 5 livres sont étudiés par 800 étudiants de cégep. Donc, il y a 800 exemplaires. Mais la sélection des 5 livres... Oui. La sélection, c'est ça. Avant, c'était un groupe
un jury. Il y avait des journalistes du Devoir, des profs d'université, toutes sortes de gens qui choisissaient parmi leurs lectures de l'année. Ils arrivaient chacun avec leur liste, puis il y en avait 5 qui ressortaient. Et les 5 Oui. Pour mémoire, c'est Bruno Lemieux. Donc, oui, que vous connaissez peut-être, qui a fondé, c'est lui qui a fondé le prix, hein. C'est ça. Et donc, moi, j'avais été finaliste en 2006, puis à l'époque, c'était ça. Il y avait 5 finalistes qui étaient annoncés au Salon du Livre de Montréal, puis c'était un jury qui les choisissait, et ces 5-là étaient soumis, donc 800 étudiants les étudiaient et les étudiants votaient pour le gagnant. Et ce qu'on disait tout le temps, c'est qu'être finaliste, c'est être gagnant à ce prix-là parce qu'automatiquement, tu vends 800 exemplaires, tu fais une tournée, tu rencontres les étudiants. C'est vraiment extraordinaire. Et je pense que le gagnant a une bourse. Et à l'époque, c'était une résidence d'écriture à l'étranger. Là, je sais pas trop avec la COVID, c'est quoi. Mais cette année, les règles ont changé. Donc, cette année, les professeurs de cégep votent et il y a une présélection de 10-12 titres à partir de laquelle nous, jury, on choisit les 5. Donc, c'est pas dans l'ensemble de nos lectures de l'année, c'est à partir de ça, on a le droit d'en ajouter un. Si on trouve que quelqu'un a été oublié puis que ça a aucun sens, on a le droit d'en ajouter un joker. Donc, et là, j'ai pas le droit de vous dire c'est lequel s'il y en a. Ouais. Par les profs. Et ensuite, donc on était 3, puis donc cette année, c'est un jury de 3 femmes, ce qui est quand même pas encore si fréquent que ça. Et on a donc choisi les 5, ça doit faire quoi, 2-3 semaines. Et c'est très drôle parce que, évidemment que toutes ces questions-là se sont posées. La parité, la diversité. Mais on s'était toutes les 3 dit, c'est la qualité littéraire qui doit passer en premier. On va pas plugger une personne pour qu'il y ait une personne racisée ou pour qu'il y ait une femme ou pour qu'il y ait... Donc, il fallait vraiment que ce soit la qualité littéraire, mais on avait vraiment à l'esprit cette question-là. Donc, par exemple, Valide de Chris Bergeron a été retenu. C'est pas parce que Chris Bergeron est une femme trans, mais le fait c'est peut-être la première femme trans à être finaliste à un prix littéraire. Oui. Donc, je suis contente de ça, mais on est évidemment toutes les 3 très contentes de ça, que ça... Et surtout que son livre parle de ce sujet-là. Son livre parle de la transidentité, des combats, tout ça. Donc, pour nous, c'était une joie et une fierté d'avoir choisi ce livre-là, mais le premier critère, c'était la qualité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que on peut garder à l'esprit certaines choses, mais sans que ça soit des quotas ou déterminés en nombre. Donc, évidemment que moi, je me réjouis particulièrement. C'est un livre que je défends depuis très longtemps. J'ai écrit dans l'Aide québécoise. J'ai écrit, tu sais, c'est un de mes gros coups de cœur, comme on dit, de cette année-là. C'est 2021. Oui, 2021. Cette année qui achève. Donc, je suis particulièrement contente que ce livre-là soit là, mais aussi que le combat que l'autrice mène se retrouve dans cette position-là. Puis elle-même, quand elle a eu le prix, ça m'a beaucoup émue. Elle disait que le fait que 800 jeunes vont passer 300 pages dans la tête d'une personne trans, c'est important. Mais le livre, c'est un livre de science-fiction, hein. Vous savez, ça se passe à Montréal, un Montréal du futur, où la transidentité est interdite, et donc le narrateur, la narratrice a déjà été trans, mais a plus le droit, a dû redevenir un homme. Il y a toutes sortes de références à Star Wars. C'est pas une autobiographie, mais c'est elle appelle ça une autofiction de science-fiction, donc elle traite d'enjeux qui sont des enjeux qu'elle a vécus, mais en passant par une fiction complètement déjantée. Donc, l'autre truc qui était chouette avec le livre de Chris Bergeron, c'était que c'est un roman de genre, un roman de science-fiction. Donc, il y avait aussi cet aspect-là. Mais au début, c'était vraiment nos coups de cœur dans la liste. On avait lu évidemment, ceux qu'on n'avait pas lus, on s'est empressé de les lire. Mais donc, on avait lu toutes les suggestions des professeurs attentivement, mais dès le début, c'était OK, qu'est-ce qui t'a frappé? Puis à travers tout ça, il y en a qui ressortent. Mais c'est sûr que sans se dire il faut qu'on ait un ci, un ça et un ça, je pense qu'on a ça présent à l'esprit quand même. Sans que ce soit un calcul, mettons. Donc, c'est pas un critère, officiel, mais non. Étant donné que vous êtes imprégné, que vous-même vous portez c'est ça. Nécessairement, oui. Ça sur, Puis évidemment, j'étais avec José Boileau et Louise-Maud Rioussoussi, qui sont pas, entre guillemets, racisés, mais je veux dire, on a 3 générations différentes, 3 styles différents, on n'aime pas toutes les mêmes choses, donc ça a vraiment donné des discussions passionnantes.
Mais c'est ça, mais c'est vrai que les trois, aucune de nous trois est quelqu'un qui est obsédé par les quotas ou qui pense que c'est en imposant des quotas qu'on va y arriver. C'est plus il y en a assez des livres de femmes qui sont bons pour qu'il y en ait autant que des livres d'hommes sur le marché. Il y en a assez des livres d'enfants d'immigrés qui sont bons pour que... Donc, ce que je veux dire, je pense qu'il y a peut-être dans des périodes de transition, il faut redresser les choses, là, comme je disais, par rapport aux bourses, par exemple, ou à ces choses-là. Évidemment qu'il y a des mesures comme ça de manière temporaire qui peuvent aider à redresser, mais la vérité reste que dans les faits, objectivement, on n'a pas besoin de quotas. Il y a assez de femmes qui écrivent aussi bien que les hommes, il y a assez de noirs qui écrivent aussi bien que les blancs, il y a assez d'arabes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Est-ce qu'on peut le dire, puis ça sera peut-être la oui, hein, le temps passe tellement vite, ben oui. La parole aux étudiants, aux étudiantes, mais est-ce qu'on peut dire en fait que en effet, on n'a peut-être pas besoin d'imposer des quotas, mais parce que vous-même, vous êtes en train de transformer la définition de la littérature, parce que vous occupez une position vous avez un capital symbolique important. Oui, mais ça, c'est fou. J'en reviens toujours pas. Avec la direction de la québécoise, mais également en siégeant au Conseil des arts. Donc, vous êtes en train de transformer la définition de la littérature, peut-être. Et c'est peut-être là où ça devient moins nécessaire d'imposer des quotas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est drôle. C'est super intéressant parce que, par exemple, au Conseil des arts, je suis dans une commission qui s'appelle la Commission du droit de prêt public. Puis c'est une commission qui fait que quand on a écrit un livre, il y a un genre de sondage qui est fait sur la présence du livre dans les bibliothèques municipales, puis on reçoit des droits d'auteur. C'est des livres qu'on n'a pas vendus. Donc, pour compenser ça, on reçoit des droits d'auteur et ça fait aussi que les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres, quand ils empruntent ton livre, ils te font pas perdre d'argent et ça leur en coûte pas. Donc, c'est un programme qui est super démocratique. Puis justement, récemment, quand ils m'ont fait rentrer, au départ, j'étais pas présidente, là, je le suis devenue après, mais j'étais membre de la commission. Ils faisaient un effort justement pour sortir de l'uniformité. Donc, il y a eu moi, il y a David Cheriandy, il y a Maya Cousino-Molen qui vient de rentrer, qui est autochtone. Donc, eux aussi. Donc, je pense qu'il y a cette espèce d'idée que en mettant des personnes diverses, puis là encore, c'est pareil, ça peut être la diversité économique, la diversité sexuelle, la diversité physique. Tu sais, il faut tenir compte aussi des personnes handicapées, des personnes malentendantes. Tu sais, il y a tout ça qui doit... je pense qu'effectivement, une des solutions, c'est que ces personnes-là aient accès à des postes de pouvoir symbolique, pas forcément pour favoriser les gens comme eux-mêmes, mais juste pour que dans les opinions qui sont exprimées, comment dire, Jesse Wente, qui est président du Conseil des arts du Canada, il va pas vouloir que tout le Conseil des arts du Canada, chaque personne soit autochtone puis qu'il n'y ait plus jamais un blanc. C'est pas ça, là. Il y a une expérience, il y a un rapport au Canada, à la société canadienne, au milieu littéraire, qui fait que son point de vue diffère de la majorité pour le moment. Puis je pense que plus il y aura de ces gens-là, plus les choses vont se déplacer parce qu'il y aura d'autres expériences qui vont avoir accès aux tribunes, accès au pouvoir, entre guillemets. Après ça, ce qu'il faut, c'est que les personnes comme moi qui arrivent là, qu'on trouve une sorte de manière que ça ouvre à d'autres, puis leur laisser la place éventuellement aussi, là, mais que ça ouvre à d'autres comme nous. Ben, comme nous. Comme nous, je vais pas dire des personnes qui sont des bleuets arabes, là, ça peut être des personnes qui ont, je sais pas moi, qui ont des problèmes d'apprentissage, des personnes vous voyez ce que je veux dire, des personnes quand je dis des personnes comme moi, des personnes qui ont un autre point de vue ou qui ont fait partie d'une minorité ou qui ont rushé, entre guillemets, à un moment à cause de ça, là. Mais non, c'est ça. Mais je pense que c'est plus par là que ça va passer. En même temps, je comprends les quotas. Par exemple, pour la communauté autochtone, c'est super important parce qu'ils ont été bafoués d'une manière extrêmement violente. Donc, qu'à un moment donné, l'État rétablisse l'équilibre jusqu'à ce que y ait des Jesse Wente à plein d'endroits, puis que ça soit plus nécessaire. Je trouve ça normal. Ouais. C'est sûr. Donc, c'est ça. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué de... Donc, on est vraiment dans une période de transition. Je pense, j'espère. Le discours est en train de changer et que les définitions... C'est ça. Et ça explique peut-être, j'essaie de boucler la boucle, mais tout l'inconfort qu'on ressent par rapport aux mots qu'on utilise et aux étiquettes. Parce qu'autant vous ne voulez pas être la porte-étendard de la diversité, mais vous voulez représenter... Mais oui, c'est ça qui est particulier. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut pas arrêter de
douter des mots qui deviennent trop faciles à employer dans les périodes de transition comme ça, parce que ça refige les choses. Ouais. C'est ça qui est compliqué. C'est que, au bout d'un moment, c'est un mot qui est performatif, qui est complexe, comme le mot racisé ou comme à une époque le mot diversité, puis tout à coup ça devient juste une espèce de description physique. Ouais. Ça marche plus là, faut pas s'arrêter, faut continuer à. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de réfléchir aux mots qui deviennent des automatismes, sans forcément dire que c'est tout mauvais. Parce qu'évidemment, on y échappe pas à ce mot racisé. Il veut bien, on comprend tous un peu vraiment ce qu'il est censé vouloir dire, mais on peut quand même réfléchir aux emplois un peu trop rapides qui en sont faits. Ouais. Ou quand il sert pas à ce à quoi il est censé servir. C'est ça. Quand il est vidé de son sens. Oui, c'est ça. Mais il y en a eu d'autres comme ça avant, comme je disais, c'est ça, les communautés culturelles, les gens issus des diversités aussi en France, ils disaient ça. Ah, vous êtes issus des diversités? Je sais quoi, les diversités ont fait un bébé. Ah, c'était tellement bizarre. J'essayais de mettre ma tête autour de issus des diversités, là. Une personne issue des diversités. Ouais. C'est très bizarre comme expression. En tout cas. Merci beaucoup. Ben, merci. Les étudiants, les étudiantes à poser des questions, allez-y, gênez-vous pas. On a une vingtaine de minutes peut-être pour... Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas gênés, hein? Rien qui sort. Moi, je regarde Alison parce qu'Alison travaille donc sur les collectifs. On a vu les cas que vous avez participé donc à plusieurs collectifs. Oui. Et le collectif est un objet intéressant parce qu'il peut à la fois exprimer une forme de diversité. On veut chercher différents points de vue sur un sujet. Et en même temps, il peut aussi ghettoiser parce que là, ça peut être une gang. Oui. Je ne sais pas si vous avez... une opinion par rapport à cet objet assez particulier. C'est très particulier, mais je me souviens qu'il y a un moment où c'était très à la mode, là. J'avais participé à un truc qui s'appelait Miroir. Il y en avait beaucoup des collectifs. Là, ben, ça commençait à être à la mode parce que là, il continue à s'en publier beaucoup. Puis c'est vrai que je remarque que, par exemple, je sais que Nicolas Dawson et Pierre-Luc Landry en ont fait un, là, qui vient de paraître, où là, ça semble très autour d'une cause. Je pense que comment ça s'appelle? Self-care? Ça vous dit quelque chose? Je pense que tu dois connaître ça mieux que moi. C'est ça. Puis le thème exact, c'est quoi? Parce que j'ai comme compris que c'est des gens qui avaient quelque chose en commun. Faire partie d'une minorité ou de... OK. Ouais. C'est ça. Puis il y a quelque chose de très engagé, là, dans celui-là. Dans le ventre, ben, c'était autour de la grossesse. J'ai participé à un autre... Miroir. D'ailleurs. Oui, ouais. Mais il y a un gars qui participe. Oui, ça, c'était très curieux. C'était très curieux. Maxime Catelier, j'essaie de me rappeler comment ça s'était passé que lui, moi, ça me gêne pas du tout qu'il en ait fait partie, parce que oui, c'est des questions d'accouchement et de grossesse, donc un homme qui a assisté à l'accouchement de sa femme, il a quand même vu quelque chose, là. Je dois dire que c'est sûr qu'il sait quelque chose que d'autres ne savent pas, mais même s'il l'a pas vécu lui-même. Donc, pour moi, c'était pas impertinent qu'il en fasse partie. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait Maxime là-dedans. Il y en a un autre qui s'appelait Miroir, où là, c'était que des femmes. Mais c'est vrai qu'en général, c'est ça. Ça peut être un thème, ça peut être un groupe, une revendication. Là, il y en a un auquel j'ai participé qui s'appelle Savoir les marges, dirigé par Nicolas Dawson, justement, qui va sortir au Remue-Ménage en février. Et là, il y a de la poésie, des essais, il y a toutes sortes de trucs. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Je ne suis pas votre arabe ». C'est assez revendicateur. Ben, tu sais, avec Nicolas, on peut se lâcher quand on veut revendiquer. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur de ça. Donc là, c'est vraiment autour de quand on est, entre guillemets, marginalisé, comment on réagit, comment on se débat avec ça. Donc, très engagé, encore une fois. Après, il me semble qu'il n'y a pas longtemps, j'en ai vu un sur la pauvreté. Il y a eu un collectif sur la pauvreté, hein. Il faut que je le lise, lui, d'ailleurs. C'est Stéphanie Roussel, c'est ça, ça avait l'air d'être donc encore très engagé. Mais il n'y a pas longtemps, il y en avait un autour des signes du zodiaque, qui peut être plus ludique peut-être, hein, c'est ça? C'est ça, c'est parfait. Mais c'est ça, donc je pense qu'il y a vraiment autant des espaces de refuge et de combat, manifestement, comme ce que Nicolas ou Pierre-Luc ont pu faire, ou certains éditeurs, comme le Remue-Ménage, qui est un éditeur très engagé.
Après, il peut y avoir des trucs où c'est plus, justement, miroir. Je me rappelle, il y avait autant India Desjardins que moi, que Claudia La Rochelle, que Martine Delvaux. Ça peut être, au contraire, une espèce de grande diversité des voix. Oui, on dirait que c'est vraiment des lieux... c'est vrai que c'est particulier. Une revue, ça ressemble à ça aussi. Mais c'est un peu ça que j'allais aussi, parce que la revue peut être à la fois poser. Un numéro de revue peut être très engagé et vouloir refléter un aspect, tout comme un autre numéro de revue peut vouloir être plus éclairé. C'est ça. Je sais pas comment vous allez gérer Je sais pas, faut que c'est vraiment... Là, c'est sûr que le premier numéro sur l'essai, puis les gens qui veulent changer le monde, là, c'était très engagé, évidemment. Ben, remarque, il y a 2 auteurs, Étienne Beaulieu et Frédéric Bernier, qui, eux, ils veulent pas changer le monde de la même manière que d'autres. Hein. Pour eux, la littérature peut changer le monde, mais sans volonté de changer le monde. Donc, c'est comme des points de vue très différents et très intéressants. Le prochain, c'est donc une autrice, en guillemets, racisée, puis autour de son travail. Il y en a... Oui, dans les thèmes prévus, pour l'instant, c'est assez... Après, bon, c'est les thèmes généraux qu'on a choisis tous ensemble que j'ai pas le droit de dire, parce qu'on essaie de garder la surprise, mais il y a la place pour les deux. Okay. Je pense qu'il va y avoir de la place pour des trucs on essaye des choses... en tout cas, dans le cahier, qui s'appelle le cahier vie littéraire, où il y a des chroniqueurs, c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est vraiment de montrer une espèce de diversité de plumes, de points de vue, d'âge, Donc, c'est sûr que ça, c'est plus que... C'est drôle parce que tu réunis pas des gens autour d'une cause. Là, je prends des gens très diversifiés, mais je me rends compte qu'en même temps, ils existent ensemble dans un espace maintenant. Laura Doyle-Péan, Dimani Mathieu-Cassendo, Yvon Paré, qui est un auteur du Saguenay de presque 80 ans, Jean-François Nadeau, puis Marc Fortier maintenant, et bientôt Chris Bergeron vont exister dans un même cahier tous les 3 mois. C'est quand même flyé. Les revues, j'aime ça pour ça. Mais c'est vrai que les collectifs se rapprochent des revues dans ce sens-là, mais j'ai toujours aimé les revues pour ça. C'est ce côté laboratoire où on peut réunir des gens qui auraient peut-être jamais travaillé ensemble. Puis ils travaillent pas exactement ensemble parce que moi, j'édite les textes avec chacun d'eux, ils s'éditent pas entre eux, mais après ça, ils se lisent entre eux, c'est comme des lieux de rencontres virtuelles un peu. Oui, puis une pluralité de voix. C'est ça, ouais. Donc j'adore pour ça. Puis les collectifs, c'est vrai que ça a la même qualité. Après, le défi dans les 2 cas, c'est qu'il y a une espèce de constante dans la qualité, dans la diversité des textes. Ça, c'est plus touchy. Après, parce qu'après qu'il y en ait pour différents goûts, toi qui étudies les collectifs, évidemment, il y a toujours celle que t'adores, celle que t'aimes un peu moins, mais tu la trouves bonne quand même, puis des fois, il y en a une où c'est comme, ça, c'est le danger. Après, moi, qu'il y a des trucs que les gens, d'une certaine génération trouvent ça bizarre, Laura Doyle-Péan, les questions qu'elle pose sur l'enseignement, parce que, oulala, c'est jeune, nous, on l'avait dur, je sais pas quoi, ça me dérange pas. Que Laura Doyle-Péan trouve que tel auteur masculin plus âgé est très de son temps à lui, ça me dérange pas. Tant que les 2 textes se défendent, c'est plus ça qui me... Mais évidemment, c'est ça. C'est la question de la qualité, c'est compliqué. Parce que tu invites des gens, tu crois en leur travail, donc en général, ça va, mais on sait jamais, en fait. Des fois, on peut se tromper. Moi-même, ça m'est arrivé de faire des trucs. J'avais pas le temps, j'étais fatiguée, il se passait toutes sortes de trucs, puis c'est pas à la hauteur de ce que tu aurais voulu faire, ça arrive, ça aussi. Mais bon, en même temps, comme je disais, plusieurs jeunes collègues auteurs qui disaient « Oui, mais moi, je veux être dans l'aide québécoise pour ma carrière. » Je disais « Mais pour ta carrière, c'est quand même, c'est pas le Journal de Montréal, là, ça fait pas vendre des millions de livres. » Non. C'est une valeur symbolique plutôt, c'est ça. Mais je suis pas sûre que vous l'être québécoise fasse ou casse une carrière, tu sais, c'est... Ou, tu sais, des trucs comme les... Il y a un effet de cumul, je pense. Ouais, c'est ça. Quand on passe dans l'aide québécoise, qu'on passe dans la spirale, c'est ça. Qu'on gagne un prix. Oui, tout ça, c'est ça. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce soit pas toujours un truc, c'est ça qu'on se disait avec mes collègues, c'est qu'il faudrait pas que ce soit toujours la personne qui fait le circuit puis qui prend tout. Parce qu'il y a comme une espèce de truc un peu triste, c'est qu'à un moment donné, ça commence pour quelqu'un, puis là, il y a tout. Puis ça fait qu'il y a plein de gens qui sont dans les presque, là, mais qui se rendent jamais à la lumière parce que c'est toujours, comment dire, l'espèce d'effet d'entraînement, là. Quand ça commence avec un prix, les autres jurys des autres prix regardent plus celui-là que les autres, puis là, les revues, puis ça fait une espèce de truc où tu construis peut-être pas des saveurs du mois parce que ça dure plus qu'un mois, mais vous voyez ce que je veux dire? Puis
à un moment donné, ça sature un peu c'est compliqué, c'est compliqué. Donc moi, ce que je me disais, c'est que je voudrais essayer de trouver des personnes qui sont pas, parce que je vais pas changer le milieu littéraire à moi toute seule, mais au moins essayer de faire la place à pas toujours les 5 mêmes à chaque saison. Hein. Après, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, les 5 en question. Mais est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas quand même un marché de la diversité qui fait en sorte que la plupart des... il y a toujours des auteurs qui se reviennent, Naomi Fontaine et partout. Donc, il y a quand même cet effet-là qu'on voit. Absolument. Il y a ce même effet-là avec d'autres. Et comment allez-vous éviter ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Ben déjà, c'est ça, je me dis en essayant, comme Laura ou Dimani, Mathieu, Cassendo n'ont pas encore atteint ce stade-là. Donc, quand tu veux découvrir des nouvelles personnes, tu essaies de vraiment découvrir des nouvelles personnes, pas des personnes qui ont déjà commencé à tout avoir les prix. Après, c'est ça, c'est chercher, c'est lire beaucoup. Mais là, ce qui est bien, c'est que j'en reçois plein. On en voit plein, donc je creuse, je lis plein de trucs, j'essaie de... Des fois, il y en a qui sont passés sous le radar, donc je me dis, un livre de Daniel Simpson, par exemple, qui s'appelle Clara sans majuscule, qui avait failli être publié chez VLB, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Son livre est sorti chez un autre éditeur, c'est en plein cœur de la COVID, c'est un roman que j'ai vraiment défendu, mais VLB l'a pas retenu. Et il est complètement passé sous le radar. Il est un peu trop tard pour le critiquer dans l'aide québécoise, mais on a proposé à Daniel Simpson d'écrire pour nous en tant que critique. On essaye de trouver mais il faut lire beaucoup. Donc, il faut lire beaucoup. C'est aussi ne pas défendre toujours les mêmes. Ah oui, absolument, absolument. C'est sûr. Donc, ne pas défendre toujours le même Michel Jean. Non, c'est ça. Non, absolument pas. Mais justement, par exemple, j'ai comme découvert, faut chercher, en fait. J'ai découvert une auteure qui s'appelle Virginia Bordelot, qui est autochtone, mais hors du Québec, pardon. Qui est super intéressante. Elle a fait quelques livres là, puis quelques livres ailleurs. Puis je l'ai découverte, elle, complètement dans une autre circonstance, dans une table ronde organisée par l'aide québécoise autour du féminisme. Puis j'ai trouvé cette femme-là passionnante. Puis elle est pas dans les invités éternels donc je me suis dit, oh mon Dieu, donc on cherchait une invitée pour une conférence. Des collègues à moi qui ont un autre comité avec le Pen Club cherchaient une femme. Puis j'ai dit, mais appelez Virginia parce que on arrête d'appeler toujours les mêmes parce qu'en plus, eux, ça leur fait un poids à porter aussi qui est pas tout à fait, en tout cas, je trouve que c'est pas tout à fait sain. Non. C'est ça. Pour la personne elle-même qui se retrouve appelée tout le temps partout, évidemment, j'imagine qu'au début, ça fait plaisir, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut dire non parce que tu peux pas prendre toute la place, puis tu parles pas pour tout le monde de toute manière, puis c'est ça, ça devient un peu... réducteur? Oui, ça devient réducteur. On ne veut pas être la Québécoise de Souk. Non, c'est ça, on veut pas être la Québécoise de Souk, exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer de faire ça, de pas toujours... faut chercher, en fait. C'est pas les choix évidents. C'est pas les choix évidents, mais il faut chercher. C'est pas compliqué après ça. Moi, j'appelle les gens que je connais, je fouille sur Internet, je fouille dans les bibliographies des livres que j'ai aimés, je regarde qui eux ont lu. Est-ce que vous essayez de redécouvrir des auteurs québécois de souche? Ah oui, là justement, là, je suis en train d'en découvrir un qui justement est peu représenté, qui s'appelle Alain Beaulieu, qui est peu représenté dans le milieu littéraire. Moi, je le connaissais un peu comme ça par Facebook. Je savais même pas qu'il était écrivain. À un moment donné, je découvre non seulement il est écrivain, mais il a écrit 2 fois plus de livres que moi. Puis il est pas du tout dans les médias, il est pas du tout... Là, j'ai commencé à chercher, puis oui, on couvre un peu ses livres, mais pas tant que ça. Donc je me suis dit, là, faut que je lise Alain Beaulieu. Donc, il y a ça. Il y a Louise Desjardins que je connaissais. J'avais super hâte de l'inviter, là, qui est une autrice que j'admire énormément. Je rêve un jour de faire un numéro sur Hubert Aquin, qui est vraiment mon auteur. Je pense que l'aide québécoise a déjà fait. Sur Leonard Cohen, il avait fait... Ah oui, sur Aquin, ça a dû déjà se faire à une époque, mais ils avaient sur quelqu'un qui n'est plus avec nous, donc ils avaient fait sur... Où, tu sais, j'essaie de défendre le travail de Nelly Arcan. Là, elle n'a plus vraiment besoin de moi maintenant parce qu'elle est défendue partout, mais à une époque, c'était pas si simple. Oui, j'en lis beaucoup des Québécois de souche aussi. C'est surtout avec ça que j'ai été, que j'ai fait mes études. C'est avec les auteurs québécois, Michel Tremblay, Marie Laberge. J'aimais beaucoup son théâtre. J'aime pas trop ses romans, mais j'aimais beaucoup son théâtre. Ouais, Marie-Ève Bourassa, justement, qui est une Québécoise de souche, mais jeune, qui va travailler dans l'aide québécoise aussi, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions?
Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir écouté parler trop longtemps. Ben, c'était passionnant. C'était vraiment... Ben, merci. Moi qui vous remercie. Merci à vous.